Salut à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Je suis très heureux de vous voir ce samedi 10h30. On est le 14 septembre en direct sur Radio Courtoisie. Je salue bien entendu mon prédécesseur du libre journal de géopolitique profonde, Nicolas Stocker, l'Arastam, en patron d'émission. Ils ont été excellents comme toujours. Je salue aussi mon voisin Dimitri de Kochko. On habite la même ville. Voilà, on est vraiment voisins. On se rencontre sur la ligne 14 de la mairie de Saint-Ouen. Je salue bien entendu Virginie qui réalise magnifiquement, c'est la Steven Spielberg de la réalisation radio. Elle est revenue, elle avait pris sa petite semaine de vacances dans le sud, je crois. Elle a pu se baigner dans la Méditerranée. Et une fois déjà, c'est pas mal déjà une fois, hein. Et à la piscine, et elle est parée jusque l'année prochaine où elle ne prendra plus de vacances parce que c'est comme ça. Donc je la salue, et je salue bien entendu notre ami Patrice qui est au standard, l'homme à la plus belle écriture. Il va venir m'apporter les questions, plein de vos questions, et je sais que vous me poserez des questions en cette folle matinée parce que aujourd'hui, on va parler d'enfants, de ce que font les labos sur nos enfants, la façon dont ils veulent faire ce business. Vous savez bien que le capitalisme cherche toujours de nouveaux marchés. Et ce marché, ils l'ont trouvé. Il faut donner moult médicaments à nos enfants. Il faut les élever à coups d'injections et de médicaments qui coûtent cher, remboursés par la sécurité sociale. Même si nos enfants ne sont pas malades, il faut les habituer jusqu'à la fin de leur jour. Ils ont 85 ans d'espérance de vie. Et bien pendant 85 ans, il faudra qu'ils deviennent des laboratoires ambulants. C'est très beau, c'est ça, c'est la nouvelle société du World Forum économique mondial. Et je salue donc Klaus Schwab et tous nos amis, et les Soros et Gates et compagnie, pour nous, parce qu'ils nous créent cette société merveilleuse. J'aurais tellement aimé naître en l'an 2020 et avoir droit à ces médicaments, mais malheureusement, la chance ne m'a pas permis de l'avoir. Merde. Ah là, j'étais grossier, pardon, excusez-moi. Donc pour cela, je reçois Jean-Luc Robert, psychologue. Il a écrit cet excellentissime livre Neurodivers Plus, la diversité célébrée, mais c'est pas celle que vous pensez, c'est la diversité des HPE, HPI, c'est-à-dire les hauts potentiels intellectuels, les hauts potentiels émotionnels, parce que voilà, maintenant on a un haut potentiel émotionnel, hein. Voilà, on a un potentiel intellectuel, on a un potentiel émotionnel, on aura peut-être d'autres potentiels aussi importants, hein. J'imagine que s'il faut les trouver, ils les trouveront. Et puis, on est TDAH, alors ça, je ne sais plus ce que c'est, mais Jean-Luc Robert nous l'expliquera. Et il y a aussi les autistes Asperger, les autistes je ne sais pas quoi. Il y aura d'autres types d'autistes, il y aura des catégories autistes A, B, C, D, E, F, G, H. Et donc, il faudra trouver un médicament pour tous ces autismes. Et on trouvera évidemment d'autres symptômes et d'autres maladies à nos enfants, parce que les labos, c'est comme le trésor public. Dès qu'il s'agit de trouver un impôt, le trésor public a beaucoup d'imagination, donc les labos auront de l'imagination. Peut-être même qu'ils débauchent des gens du trésor public, les labos, pour savoir quelle nouvelle maladie on peut trouver, hein. C'est pas impossible. Bonjour cher Jean-Luc Robert. Bonjour, bonjour Mike Borowski. Voilà, vous avez écrit ce livre Neurodivers Plus. Tiens, expliquez-nous, là, une petite jeunesse comme ça. Alors déjà, Neurodivers Plus, tout est dans le plus, hein. Je me suis un peu inspiré, comme j'ai dit, des LGBTQIA+, pour dire que ce sont un peu les revendications et le besoin d'occuper un certain espace de la part d'une certaine population que l'on appellera neurodiverse ou neurodivergente ou neuroatypique. Je pense que ce sont des mots qui vous sont familiers.
Et je m'en suis rendu compte, moi, en tant que psychologue. Très sincèrement, non. Non. Mais allez-y. Oui, bon, ça vient de plus en plus quand même dans le paysage, hein, je trouve, médiatique. Mais par exemple, qui n'a pas entendu à une table, moi, je suis HPI, moi, je suis HPE. Je crois que c'est vraiment des choses qui sont de plus en plus... Enfin, moi, je l'entends, alors peut-être parce que je suis psychologue et qu'on me confie cela. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, expliquez-nous, parce que nos auditeurs de Radio Courtoisie ne savent peut-être pas, même si c'est des auditeurs d'élite. Hein. Vous allez voir les questions qu'ils vont vous poser. Ah ouais, je me tiens prêt. Je me tiens prêt. Qui font quelques lignes, hein, ouais, peut-être même quelques pages. Donc, dites-nous, expliquez-nous un peu ce qu'est HPI, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel, et HPE, haut potentiel émotionnel. Alors, en tant que psychologue, je parle, hein, oui, en tant que psychologue. Pas ma définition à moi. Allez-y. Un haut potentiel, c'est une personne qui est censée avoir des caractéristiques et des capacités qui seraient supérieures à la moyenne. Vous connaissez tous la courbe de Gauss, c'est en cloche, hein, les normales centrées réduites. Vous avez au milieu, on utilise cette courbe pour évaluer le QI, notamment le coefficient intellectuel. Vous avez au milieu 80%, 85% de la population qui a un QI qui est équivalent entre généralement 100 points et enfin 90 même et 110. Et puis vous avez des extrêmes qu'on appelle les écarts-types. À gauche, vous avez ceux qui sont malheureusement déficients. Donc, vous avez, si vous avez un QI à 60 ou à 70, vous êtes vraiment dans un pourcentage très faible de 5% de la population qui... donc vous êtes déficient et en difficulté. Par contre, si vous avez un QI au-delà qui est dans les 130, vous êtes un génie, entre guillemets, en tout cas un haut potentiel intellectuel. Alors ça, c'est évidemment, ça a été déterminé par Alfred Binet, donc il y a fort longtemps, mais par la suite, on a rajouté le haut potentiel émotionnel. Alors, vous voyez, c'est venu par la suite et c'est toujours dans l'idée que on a un potentiel extraordinaire. Alors là, c'est plutôt... Alors, émotionnel, comment ça? C'est plutôt dans le domaine des émotions. C'est-à-dire que si je regarde Santa Barbara, je vais pleurer, quoi, c'est ça? Non, mais ça voudrait dire que vous auriez, alors encore une fois, une aptitude plus grande à l'empathie, que vous seriez quelqu'un d'hypersensible, etc. Mais alors que c'est considéré en psychologie comme plutôt un point faible, quand une personne est trop sensible et qu'elle a du mal à gérer, nous on appelait ça mal à gérer ses émotions, on est passé d'un effet négatif. Vous êtes en fait quelqu'un qui est génial, c'est-à-dire que vous avez un potentiel émotionnel que d'autres n'ont pas, et alors qu'on vous a fustigé et qu'on a dit que vous aviez des problèmes pour gérer vos émotions, en fait, nous vous disons l'inverse, je dis nous, tout le lobby qui est autour de ça, nous vous disons que vous êtes quelqu'un de génial et quelqu'un d'incompris. Parce que qu'est-ce qui va avec le haut potentiel? Il y a des incompréhensions dans la société et ces personnalités HPI, HPE sont censées être en difficulté parce qu'elles sont neurodifférentes, sont incomprises et comprendraient mal leur environnement. Tout ça, ça part aussi du TSA, du trouble du spectre autistique, où ils ont été dans la neurodiversité pour dire que finalement, l'environnement doit être inclusif. C'est-à-dire, moi, vous, enfin, tous ceux qui sont autour de nous devons être tolérants envers les personnes. Mais c'est-à-dire que c'est une grande nouvelle, en fait. Vous me dites que, dorénavant, les HPI, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire des gens à plus de 130 de QI, poussent comme des champignons, même si, bon, je ne le vois pas trop lorsque je vois la nouvelle génération, mais peut-être qu'ils le cachent bien. Ça veut dire que c'est une nouvelle formidable. On a un pays de gens, enfin de nouvelles générations qui ont plus de 130 de QI, donc du coup, ils vont réussir là où les générations précédentes, et la nôtre aussi d'ailleurs pour le coup, n'ont pas réussi. Non, malheureusement, parce que vous touchez un point sensible, c'est-à-dire que c'est un mensonge en fait, un mensonge organisé, parce que là on arrive à Big Pharma, mais bon, on va pas avant d'arriver à Big Pharma, il faut savoir que il y a une grande manne financière, énormément d'argent à se faire sur ces business que j'appellerais le business de la neurodiversité. Vous avez parlé tout à l'heure des maladies qu'on invente, il y en a énormément, hein. Je ne vais pas rentrer dans le domaine de la médecine, même si je pourrais dire beaucoup de pathologies qui ont été inventées pour pouvoir vendre des molécules, etc. Mais dans le domaine de la psychologie, c'est un énorme business parce qu'on vend non seulement des molécules, donc je pourrais citer la Ritaline, le Risperdal, le Medikinet, le Coasim, enfin bon, toutes ces choses que voilà, je suis très familier avec ces molécules. On va parler de ces molécules, mais continuez. Donc, ne nous perdons pas, n'ouvrons pas de parenthèse. Tout ce que je veux dire, c'est que il y a des milliards, j'avais vu le chiffre de 19 milliards, enfin j'ai été voir sur Wikipédia, il y a énormément de chiffres. 19 milliards, c'est quoi? C'était la prescription du Risperdal, de la Ritaline. La Ritaline, c'est un médicament, je vous ai dit, à base d'amphétamine. Alors, attendez, ça veut dire que
Continue, ça base d'amphétamine. Je disais juste que la Ritaline, on donne ça aux enfants atteints d'un trouble du déficit de l'attention. Et effectivement, ça pousse comme des champignons. Aux États-Unis, beaucoup. C'est parti de là, d'ailleurs. Et en France, maintenant, c'est que dès qu'un enfant bouge un peu, on dit « Ah, il a un problème de déficit d'attention. C'est un problème neurologique. Vous ne pourrez pas le régler autrement qu'en prenant de la Ritaline. » Et la Ritaline, bon, c'est donc à base d'amphétamine. C'est un effet paradoxal parce que les amphétamines sont censées vous exciter. Mais là, sur ces enfants-là, ça aurait un effet paradoxal et ça les aiderait à se concentrer. Et comme on joue sur les affects, et vous savez que les parents ont très peur que leur enfant ne réussisse pas à l'école, ça part beaucoup de là, il n'arrive pas à se concentrer, il est agité, il perturbe la classe, on lui donne de la Ritaline parce qu'il est TDAH, donc les parents viennent de me demander de confirmer, moi en tant que psychologue, un diagnostic de TDAH. Alors bon, j'ai pas fini sur le HPI, tout ça, mais bon, ce sont toujours la neurodiversité. Ne vous inquiétez pas, et voilà. Il nous reste encore 1h20, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on va dire un enfant n'est pas sage, si je puis dire, comme au lieu, comme les parents aujourd'hui, il faut se dire aussi des choses. Hein. Enfin, je dis pas tous les parents, hein, je précise, mais en tout cas globalement une majorité de parents de ma génération, moi je suis né en 81, et des générations peut-être des années 90, enfin des parents nés en années 90 et peut-être et même 2000, comme ils n'éduquent pas les enfants comme aurait pu éduquer la génération de mes parents, de mes grands-parents. Et plus tard, donc on a des enfants, il faut dire les choses, majoritairement mal élevés. Donc le psychologue va pas dire « Ah non, votre enfant est mal élevé », il va dire « Ah non, non, votre enfant, il a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. » Avec hyperactivité, voilà, donc ça veut dire c'est une forme de maladie. Eh bien, on va le gaver de médicaments. C'est ça en gros en fait. C'est ça. Alors que l'enfant, il a juste besoin de 2 fessées quoi. Non, peut-être pas. On va pas forcément établir la fessée, mais on parlera juste, si vous permettez, après des adultes TDAH. Après, parce qu'il y a aussi le cas des adultes. Et comme je reçois des mails pour m'endoctriner, pour pouvoir faire des formations. On va en parler. Répondez à ça. Parce que je réponds à ça. Les gens ont plus à comprendre. On est en radio. Je sais que vous êtes youtubeur, vous. Bon, allez, je réponds. Concernant les enfants, l'éducation, vous avez raison, mais c'est pas forcément pour passer par la fessée qu'on va régler le problème. Simplement, effectivement, on pense qu'un enfant qui est indiscipliné aujourd'hui, qui a un trouble de l'attention, il a forcément un trouble de l'attention, mais on ne veut plus remettre en question l'éducation des parents. On ne veut plus remettre en question le fait que peut-être l'enfant n'aurait pas eu les bonnes limites. Vous savez, je vous ai déjà parlé de la difficulté avec cette éducation positive où on a du mal à poser des limites aujourd'hui. Donc la société a énormément changé et aujourd'hui le parent se déculpabilise ainsi que l'enfant et se déresponsabilise par rapport au fait qu'un enfant soit dans la désobéissance. Pour qu'un enfant soit attentif, il faut qu'il soit obéissant. Pour qu'il soit obéissant, il faut qu'il soit stable. Vous avez remarqué que beaucoup d'enfants sont instables. Instables, on appelle ça en psychologie, corporellement, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de rester assis sur une chaise 2 minutes, ils sont tout le temps en mouvement, il faut leur donner une tablette, s'ils n'ont pas de tablette, ils demandent ci, ils demandent ça. Cette instabilité-là, il n'est pas prouvé scientifiquement que ça vienne d'un trouble neurodéveloppemental. D'ailleurs, il n'y a aucun examen IRM ou autre que vous pourriez passer pour voir au scanner, dire regardez, il y a ça dans son cerveau qui montre qu'il y a un problème. Il n'y a aucun gène qui a été incriminé concrètement, aucune prise de sang qui vous permettra de dire il est TDAH. Donc la seule manière de dire qu'il est TDAH, c'est en faisant passer, comme j'ai dit, un test de Conners, c'est-à-dire une sorte de QCM, hein, pour résumer pour les auditeurs. QCM, c'est-à-dire oui, non. Oui, non, c'est-à-dire que voilà, sur des questions, on pose des questions aux parents et après on obtient un score, on dit regardez, vu ce score, il est TDAH. Et donc, s'il est TDAH, et je le redisais... En plus, c'est les parents qui répondent à un questionnaire concernant leur enfant. Voilà. D'accord. Et donc, en fonction de ça, le clinicien... Combien ça coûte de faire ça? Au minimum 500 €, entre 500 et... Voilà, là, l'argent qui rentre. C'est-à-dire que pour que les parents sachent, on va dire médicalement, que leur enfant a un trouble d'attention, il faut qu'ils remplissent un questionnaire à 500 €. Bon, c'est un peu résumé comme ça, mais en gros, c'est quand même pas rien. En gros, ce que je veux dire, c'est que les tests peuvent varier entre 500 et ça peut aller même plus haut. Certains peuvent les faire à 150, mais je veux dire même 150 € pour un test qui va durer généralement 1 heure comme ça, pour pouvoir poser un diagnostic. Il faut savoir qu'il y a des organisations entières de psychologues qui passent leur journée à faire des tests. C'est-à-dire qu'ils ne font que ça. Et ils vont vous rapatrier comme ça parce qu'ils font de la pub, du démarchage et tout. Et les parents viennent, disent diagnostiquez mon enfant. Et quasiment 9 fois sur 10, l'enfant ressort avec le diagnostic. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, et oui, l'enfant est agité. Oui, l'enfant n'est pas concentré. Oui, c'est un déficit de l'attention. Mais ce n'est pas la maladie en soi. Ce n'est qu'un symptôme dans un tableau clinique ancien dont on ne veut plus parler. Et on ne veut plus réfléchir à
pourquoi l'enfant est agité, pourquoi l'enfant est désobéissant. On appelle ça un TOP, trouble de l'opposition avec provocation. Vous voyez, un nouveau sigle. Est-ce qu'il l'est parce que, voilà, on est dans l'époque de l'enfant roi. Alors, vous m'avez dit pour la fessée. Oui, oui. Vous savez, moi, mon grand-père en Pologne me donnait des fessées, hein, Oui. au Martinet parfois. Et c'est vrai. Ça marchait, ça marchait. Il m'a dit, quand on tape dans les fesses comme ça, là, eh bien, alors j'ai le mot en polonais mais je l'ai plus en français. Eh ben, on va dire que la réflexion arrive dans le cerveau. Un peu plus vite. Voilà, plus facilement. Il avait pas tort. Hein. Oui, il avait pas tort, mais bon. Et mon grand-père était docteur. Oui. Il était un médecin. Donc mais, voilà. mais si vous êtes amené à le faire régulièrement, c'est qu'il y a quand même non, pas régulièrement, mais parfois. Je pense. Non, moi, je pense que si on a une éducation où on a, vous savez, l'autorité, elle ne passe pas forcément par là. Mais bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'on ne veut plus parler d'autorité aujourd'hui. Et moi, je suis fermement persuadé que l'autorité, il faut un retour de l'autorité dans l'éducation et d'ailleurs, pas que dans l'éducation. Quel type de parents, justement, vous rencontrez? Aujourd'hui, les parents qui ont moins de 45 ans, évidemment, ils tous ne sont pas comme ça. Je vais le répéter parce que certains ici vont peut-être prendre ça pour eux. Mais non, ne prenez pas ça pour vous. Mais majoritairement, voilà, on va dire plus de 50%. Comment vous les décririez? En difficulté auprès d'un enfant tout puissant, souvent, culpabilisé de poser des limites, en se disant que si je pose des limites, je suis un mauvais parent. Et donc, toute la société leur envoie ça. Hein. Comment devenir un parent positif? Éducation positive. Donc, eux cherchent la clé pour savoir comment éduquer, mais, entre guillemets, la grosse difficulté, hein, j'ai souvent cité Dolto, c'est se mettre à la hauteur de l'enfant. L'enfant est une personne, j'écoute ses desiderata dès 3 ans. C'est pour ça que je vais aussi parler de la question de la transition de genre. Hein. C'est que vous avez, on va en parler aussi, mais j'avais une question, oui. Cher Jean-Luc. Est-ce que les parents aussi n'ont pas peur de ne pas être aimés par leurs enfants? Exactement, mais la société leur envoie ça. Or, c'est une grosse erreur. C'est que quand vous êtes cadrant avec un enfant, figurez-vous que même si en apparence il vous dit je te hais et compagnie, vous êtes son unique repère et il vous aime. Et bien sûr, il va, moi je vous l'ai déjà dit. Ouais, hein. J'aimerais vraiment que vous donniez ce message-là parce que peut-être il y a des parents de 40-45 ans qui nous écoutent et qui ont peut-être ce problème et qui ont un adolescent qui leur dit ah, je te déteste, machin. En fait, ça, c'est juste des mots. Bien sûr, ce sont des mots et il faut avoir confiance dans sa parentalité aussi. Il faut avoir confiance en tant qu'adulte, dire je suis dans mon bon droit, j'ai raison. Mais si toute la société vous renvoie que vous avez tort, l'enfant s'appuie dessus et toute la société vous renvoie. Par exemple, on a parlé notamment des problèmes des smartphones et des tablettes. L'enfant vous dit mais moi je veux un tablette, une maza, j'ai je sais pas, j'ai 8 ans, je veux ci, je veux ça. Mon voisin il a ça, tous mes copains ont ça. Comment vous faites ? C'est-à-dire qu'en tant que parent, il faut être capable de résister, dire à l'enfant, moi, j'ai décidé ça. Et alors là, l'enfant vous renvoie, toi, tu es un parent tyrannique et je préfère l'autre parent. Et le parent qui est assuré, lui, de ce qu'il vaut, de son amour, il s'en fiche. Oui, tu me détestes si tu veux, c'est pas mon problème. Moi, je sais que je t'aime et je te le renvoie et je sais que un jour, tu me seras reconnaissant. Je sais que je suis dans le juste. Aujourd'hui, les parents ne sont plus dans cette confiance de leur parentalité. Ils n'ont plus confiance en eux. Mais d'où ça vient, ça? Est-ce que c'est parce que la génération... baby boom, c'est-à-dire leurs parents. Alors je vais pas dire ça sur toutes les générations baby boom, je le répète, une partie des générations baby boom qui sont l'électorat de Macron. Alors beaucoup de baby boom qui nous écoutent n'ont pas voté Macron ici, je le sais très bien. Vous êtes des gens uniques ici, je le sais, hein, mais je préfère le répéter parce qu'à chaque fois on me dit ouais mais tu tapes toujours sur baby boomer. Baby boomer c'est aussi ma mère, donc voilà, donc vous inquiétez pas. Hein. Est-ce que cette génération baby boom est bien élevé aussi notre génération? Je pense que c'est un problème culturel. Je ne sais pas pourquoi effectivement il y a eu cette mutation, cette évolution, mais je sais que certaines cultures sont restées dans cette éducation à l'ancienne. On peut parler notamment des peuples africains qui en Afrique. Vous par exemple, vous êtes antillais. Je suis antillais. Je pense qu'eux sont restés. Voilà, ils sont restés à l'ancienne. À l'ancienne, aux Antilles. Mais après, si on vient en métropole, il y a cette pression culturelle. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau culturel qui fait que, je vous ai dit, moi j'ai identifié même après mai 68 que l'enfant est une personne et que désormais il faut rentrer dans cette éducation positive et compagnie. Ça, c'est un long débat. Mais je pense que vraiment, cette éducation dite positive, où on est à la hauteur de l'enfant, où on est dans la compréhension et dans la bienveillance, moi, je pense que si je peux analyser les choses, c'est qu'à un moment donné, on a considéré qu'il y a eu un excès d'autorité qu'on appelle l'autoritarisme. Et cet autoritarisme, à chaque fois que moi je parle d'autorité, on me renvoie à la définition de l'autoritarisme en disant mais vous vous rendez pas compte que vous allez traumatiser l'enfant. Et c'est toujours l'argument qu'on sort. C'est-à-dire, alors moi je pense que
si je donnais une analyse comme ça, parler des boomers, certains ont vécu mal cette éducation qu'ils ont trouvée trop rigide. Et aujourd'hui deviennent de manière névrotique des parents inquiets de se dire mais moi j'ai pas envie que mon enfant souffre comme j'ai souffert. Et dans ce cas-là, ils passent dans l'excès inverse en se disant mon enfant est en sucre, si jamais il va me détester si jamais je suis trop cadrant. Mais c'est une erreur parce que effectivement dans le passé il y a eu de l'autoritarisme. Parfois ça allait trop loin. Les punitions qu'on nous infligeait, rester sur une douche froide, enfin tout ça. Enfin vous voyez tout ce qui était possible. Enfin nous, j'avais pas reçu ça, mais vous voyez. Donc là c'était trop loin. Et je vous dis il n'y a pas besoin de passer par des sévices corporels pour pouvoir. J'aimerais bien parler justement de comment se faire obéir en tant que parent. J'aimerais bien donner ce que je donne aux parents habituellement. Allez-y. Comment, justement, des parents qui nous écoutent, écoutez, qui ont 40, 45 ans, qui ont peut-être un peu moins, ou 35 ans, qui ont un enfant qui a 13, 14 ans. Comment il se fait obéir alors que cet enfant a le smartphone, est sur TikTok, c'est-à-dire un réseau social, on lui a diagnostiqué qu'il avait un déficit d'attention. Comment ce parent aujourd'hui, en 2024, peut se faire obéir? Allez-y. Il existe des techniques comportementales très très simples. Je veux dire, c'est de la psychologie comportementale. Quand vous avez un comportement, à ce comportement, vous accolez une réponse. Est-ce que vous connaissez le chien de Pavlov? Quand on l'a vu ça en troisième, c'est l'histoire de l'os, le chien qui salive, la clochette. Je ne sais pas si ça parle à tous les auditeurs, mais en gros, c'est une expérience très connue en psychologie comportementale pour dire qu'un comportement, quand on associe à un comportement une réponse, eh bien, si la réponse fait plaisir au comportement, ça fait que le comportement augmente. Et quand on veut diminuer un mauvais comportement, il faut associer une réponse désagréable et non pas une réponse agréable. Alors, je vais donner des exemples concrets. Un enfant désobéit. Bon, s'il désobéit et que juste derrière, le parent ne donne la réponse agréable à l'enfant, l'enfant sera tenté de désobéir à nouveau. Donc, on appelle ça un renforcement positif. C'est un R+, c'est des termes techniques. C'est-à-dire qu'on encourage le comportement. Je vous donne un exemple d'un R+. Vous travaillez bien à l'école. Qu'est-ce qu'on fait? On vous donne un bon point. C'est quoi R+? Un renforcement positif, plus positif. Vous travaillez bien à l'école, on vous donne des bons points. Oui. Donc, vous êtes content et vous avez, vous savez, les enfants des lions jaunes et tout ça. Et vous donnez ça à vos parents et vous avez même des récompenses sociales, des prix. Enfin bon, et nous, on fonctionne comme ça. À Radio Courtoisie, partout ailleurs, si vous arrivez à l'heure, on vous donne régulièrement, vous êtes un bon, on vous augmente, enfin j'espère. En tout cas, on vous valorise, on vous voilà. Ne donnez pas d'idées. Je donne des idées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je prends n'importe qui, une secrétaire et autres, arrive tout le temps à l'heure et tout, et que son patron lui dit écoute, comme tu arrives à l'heure, je t'augmente de 200 € et je suis content de toi, tu travailles bien. Ça, c'est une réponse agréable qui encourage la personne à arriver à l'heure. Par contre, si elle arrive toujours à l'heure, elle fait bien son boulot, mais qu'il la dévalorise en permanence, qu'est-ce que ça fait? Son comportement d'être une secrétaire sérieuse et tout, il va diminuer et elle n'arrivera plus à l'heure. Donc c'est comme ça avec l'éducation et avec les enfants. Je donne un exemple. Un enfant se comporte mal, vous ne le punissez pas, parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus punir. Oui. Punir, ce n'est pas donner la fessée. Punir, c'est alors ce qu'on appelle la punition négative. Je veux dire ce que c'est. Donc, il y a le R+, le R-, le P+, et le P-. Parlez pas avec des trucs comme ça. Dites-nous des trucs concrets. On veut du concret. Concrètement, je vous donne un exemple concret. L'enfant est infernal dans un supermarché. Je veux ci, je veux ça. On est d'accord? C'est concret. Et vous voulez qu'il se comporte bien, sauf qu'il n'arrête pas de vous embêter parce que vous lui avez dit que vous avez déjà acheté ce jouet et compagnie. Et qu'est-ce que font les parents? L'erreur qu'ils font, c'est qu'ils répètent en permanence à l'enfant « Mais tu n'auras pas ça, je te l'ai déjà dit, il s'agace. » Tout ça, c'est ce qu'on appelle les R+, c'est-à-dire que ce sont des signes qui encouragent l'enfant à faire quoi? À continuer de râler, à continuer de demander. Parce que qu'est-ce que se dit l'enfant? Papa et maman, ils prêtent attention à ma demande. Ça les agace. Ils vont finir par me donner le truc. Donc ça m'encourage à continuer à râler. Ça s'appelle un R+. Et par exemple, voilà, cet enfant, on va dire dans le Carrefour, parce qu'ici à côté il y a Carrefour, eh bien se met à pleurer, mais de façon quasi hystérique. Qu'est-ce que fait ce parent? Dans l'idéal, il faudrait l'ignorer, mais évidemment, on est à Carrefour. Et là, parce qu'il y a aussi le regard des gens. Voilà, vous avez bien raison. Donc comme je dis, pour terminer sur le contre-conditionnement, il faut normalement ne pas renforcer, c'est-à-dire ne pas donner d'attention, et il faudrait l'ignorer pour que le comportement s'éteigne. Parce que l'ignorer, ça serait désagréable pour lui. Bon, voilà, vous avez compris. Mais là, on ne peut pas dans ce cas-là. Donc la punition négative, c'est-à-dire le fait qu'on ignore et qu'on ne prête pas attention, on va l'appliquer à la maison parce qu'on ne pourra pas l'appliquer tout de suite. Donc dans l'idéal, c'est de ne pas prêter attention à la crise, mais de dire on rentre. Donc on est obligé d'écourter les courses. On est obligé mais de ne pas y revenir, pas en parler au conjoint rentrant. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Pourquoi? Parce que l'enfant entend qu'on parle encore de lui et ça lui fait plaisir. Bon, parce qu'il veut être le centre de l'attention. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tout simplement, assez logiquement, attendre la fois suivante et dire, par exemple, on suppose qu'on est une fratrie de 3 ou 4 enfants et on dit voilà, des fois ça peut être appliqué après coup. Les enfants, c'est Pâques, on va acheter des œufs ou j'en sais rien. Tous les enfants partent au supermarché. Lui, il se prépare en lui disant non, toi tu restes là. Supposons que l'enfant aime aller faire les courses. Pourquoi je reste là? Tu te rappelles pas la dernière fois ce que tu as fait?
tu as fait le souk, donc tu bouges pas. Toi, tu restes à la maison. Ça, c'est une punition efficace. Parce que l'enfant avait envie de venir. Et vous lui répondez calmement, moi, ma parole est d'or. Je t'avais dit, quand on faisait les courses, que je ne voulais rien entendre. Donc moi, j'emmène pas les enfants qui râlent. Ça, c'est ça une punition à appliquer. Vous voyez, je lui ai pas donné de coups. Mais l'enfant, là, croyez-moi, il a les boules quand les autres reviennent avec les autres packs. Oui, on a acheté ci, on a fait ça. Oui, mais toi, t'es resté là. Et toi, t'as rien. T'as pas d'œufs, t'as rien. On t'a rien acheté. Ça, c'est une punition efficace. On lui fait comprendre à l'enfant, je t'avais prévenu, j'emmène pas. Oui. Voilà. Alors là, bien sûr. Alors là, vous faites une punition à un enfant. Même si c'est quand même compliqué, ça reste malgré tout encore plus simple qu'un adolescent. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret, par exemple, par rapport à des adolescents? Ah ben, un adolescent, ça devient plus compliqué quand le travail n'a pas été fait une fois enfant. Je suis d'accord avec vous, hein. Mais il faut jamais oublier d'une chose. L'adolescent, il va vous faire tout, il va vous casser les murs, il va vous insulter, il va vous machin. Mais vous pouvez le punir de la même manière, mais ça va être plus difficile parce qu'il faudra résister à sa foudre. Il va vous présenter une foudre. Un enfant, je veux dire, de 3-4 ans, il va pleurer 5 minutes et puis le soir, il va demander un câlin. L'adolescent, non, évidemment. Donc il faut accepter. Et puis il est physiquement plus fort aussi. Oui, et parfois, on a affaire à des mères seules. Alors vous avez bien raison, et j'ai eu affaire à ça. Je rappelle toujours une chose aux mères seules. Je dis, qui paye l'abonnement? Parce que, en gros, c'est toujours l'histoire de je veux la tablette et tout ça. L'adolescent, hors de question. On lui dit, stop, tu fais pas tes leçons, tu passes des heures sur les smartphones, YouTube, les réseaux sociaux. C'est qui paye l'abonnement? L'ado de 16 ans n'a pas les moyens, il ne travaille pas. Donc vous coupez l'abonnement. C'est tout. Vous coupez l'abonnement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait face. On fait face à sa colère. À un moment donné, l'enfant va réaliser qu'il n'est pas l'enfant roi comment on fait face? Tiens, concrètement, comment on fait face? J'aimerais vraiment que... Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des parents parfois seuls qui nous écoutent et qui sont parfois démunis parce qu'ils ont des adolescents qui font 1m85 et qu'il peut se passer même des choses qui vont dans la violence de la part d'adolescents. Donc, comment un parent se prémunit? Alors, surtout si c'est un parent monoparental en famille seule et tout ça, déjà il faut aller voir un professionnel, donc un psychologue ou autre machin, et faire passer ce message par un professionnel. C'est-à-dire que l'enfant comprenne que la mère est soutenue, qu'elle n'est pas seule et qu'il y a un regard sur ce qui est dit. Donc en gros, généralement ils viennent me voir, je leur dis, et moi je parle directement à l'enfant. Je lui explique que le parent c'est la loi, qui ne respecte pas cette loi et que désormais j'allais soutenir cette mère dans sa parentalité, moi en tant que psychologue, et que nous allons réinstaurer une loi au domicile. Donc déjà, on lui rappelle qu'il y a cette loi. Et ensuite, je le préviens de ce qui arrivera si cette loi n'est pas respectée. Alors, qu'est-ce qui arrivera si cette loi n'est pas respectée? Il va faire 1m80, il va pas quand même taper sa mère. S'il tape sa mère, qu'est-ce qui se passe? Madame appelle la police, elle appelle les pompiers, tout simplement. C'est-à-dire que c'est sérieux. On lui fait comprendre, moi je lui fais comprendre, et ça m'est déjà arrivé. Désormais, alors on appelle ça un programme de self-management, je ne vais pas entrer en détail, mais en gros, on va rétablir des règles à la maison. C'est-à-dire que tu n'insultes plus ta mère. Enfin, si jamais c'est le jeune, il y a tout un tas de règles qu'on a. On écrit un contrat. On écrit un contrat. À partir du moment où il dépasse ce contrat, qu'est-ce qui se passe? Les punitions tombent. C'est-à-dire qu'on coupe le smartphone et tout ça, tout ce qui est prévu. Alors, l'enfant pète un plomb. Il pète un plomb, il touche à sa mère, on appelle la police. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il va. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la loi parentale? La loi de l'État, la justice, la police. Donc, si souvent, quand les personnes arrivent dans la délinquance, c'est parce qu'ils n'ont pas su respecter les parents, la loi parentale, eh bien, puisque la mère est débordée, on lui montre que la loi que tu n'as pas su respecter, il y en a une au-dessus de maman, ça s'appelle le commissariat. Et croyez-moi, hein, ils sont penauds, hein. Si ça arrive, ce genre de choses. Ah oui, c'est déjà arrivé. Comment ces adolescents réagissent? Ils réalisent qu'il y a une loi au-dessus de lui, parce qu'il est dans une toute-puissance, il faut le savoir. On n'en a pas parlé parce qu'on ne parle pas de psychanalyse, mais c'est normal. L'enfant est dans une toute-puissance infantile dès ses premiers jours. Il doit, comme je l'ai expliqué d'un point de vue psychanalytique, être castré dans son évolution. Je sais qu'on ne veut plus parler de tous ces termes, mais un enfant qu'on laisse dans sa toute-puissance, l'enfant... Ça veut dire quoi, castré dans son évolution? Symboliquement, ça veut dire qu'il faut qu'il entende qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui et qu'il n'est pas tout puissant, qu'il ne peut pas décider de tout. Vous savez que tous les enfants sont tout puissants au départ, ils veulent ça, ils veulent ci, et que voilà, si vous ne venez pas instaurer une loi et leur dire tu n'es pas l'être tout puissant que tu crois et au-dessus de toi tu dois respecter, et c'est ce qu'on appelle un phénomène aussi de névrotisation, c'est-à-dire qu'en gros, mon moi, il accepte qu'il y ait des limites. Je ne suis pas je ne suis pas Dieu. Parce que l'enfant, on croit qu'il rêve de quelque chose, il pense qu'il hallucine et hop, ça arrive. C'est un fonctionnement un peu psychotique au départ. Pour rentrer dans la névrose, vous savez, la castration, le fameux complexe d'Oedipe, je sais dont on ne veut pas entendre parler, enfin c'est pour certains, eh bien on fait rentrer l'enfant dans un principe de réalité. La loi vient instaurer par le père en disant, voilà, tu ne touches pas à maman, je te sépare de maman, tu veux faire par exemple du co-sleeping. Co-sleeping, c'est dormir avec sa maman. Les enfants veulent toujours dormir avec maman et tout ça. Alors ils rentrent dans le lit conjugal. J'ai déjà vu des situations où l'enfant il est avec papa et maman, il dort avec papa et maman. J'ai dit mais il a 8 ans. Et maintenant, non, il a rien à faire dans votre lit.
Mais oui, mais vous comprenez, il fait des cauchemars. Ben oui, ça a bon dos les cauchemars. Il fait des cauchemars, donc il n'est pas séparé. Le père normalement, doit pouvoir dire à l'enfant, c'est ma femme. Moi, je dors avec ma femme. C'est l'ordre des choses. Toi, tu dors dans ta chambre. Il y a séparation. Évidemment, ça ne fait pas plaisir à l'enfant. Donc, tout ça, ce sont des choses il faut positionner. Donc, pour répondre à cette mère qui est en difficulté, il faut aller au bout du bout. Moi, je la soutiens, mais il faut pas hésiter à faire appel aux forces de la loi, de la police, pour dire mon enfant ne me respecte pas, il a commis une infraction, il m'a frappé. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que, que rentrent là les labos, les entreprises privées, en disant non. Voilà. Ce que dit Jean-Luc Robert, mettez de côté. En fait, votre enfant, c'est ça. Oui, c'est ça. Votre enfant a une forme de maladie neurologique et on le soignera avec des tests, des médicaments et des formations. C'est ça en gros. C'est parfaitement résumé. Je dirais que ces laboratoires pharmaceutiques s'emparent de la détresse, exploitent la détresse psychologique de ces familles-là qui cherchent des solutions. Et donc, en leur disant, j'ai une solution, ça c'est en 4 lettres, TDAH. Et vous voyez, les lettres, les sigles comme ça, les parents sont soulagés quand ils ont le diagnostic. Ah, mais ça y est, je comprends pourquoi j'y arrive pas. Vous voyez, c'est le TDAH, ou bien c'est le HP, ou bien c'est le... Il y a toujours quelque... Et donc, du coup, ça les rassure. Et donc, on leur dit, mais attendez, moi j'ai une solution pour vous. Suivez notre formation. Donc, il y a des formations pour former les parents pour gérer les TDAH. Donc, déjà... Qui gère ces formations? Alors, ce sont des organismes privés. Oui. Avec des psychologues, et j'ai même vu des fois des psychomotriciens, enfin des pseudos, des fois des thérapeutes, enfin toutes sortes de personnes. Comme on gagne beaucoup, on gagne beaucoup d'argent. Vous avez un peu l'ordre des prix? Non, je parle de ceux les professionnels sont très bien payés. Comme je vous ai dit, un test c'est 400-500 euros, donc imaginez. Donc j'imagine la formation ça doit être 5-6 fois plus. Oui, non, mais 5 000, 6 000 euros. Moi j'ai été Moi j'ai été formateur dans le privé pendant un temps. Ça coûte. Quand vous voulez former, ne serait-ce qu'un IME, Institut médico-éducatif, des fois vous rentrez dans les organismes, mais vous pouvez demander des milliers d'euros à l'institution. De toute façon, c'est financé, subventionné par l'État, tout ça. Donc en gros, ça coûte très très cher. Bon, donc on forme les parents, mais surtout, derrière, il y a plein de gens qui se mettent de l'argent, il y a les laboratoires, les molécules, des traitements pendant des années. Donc il y a tout un truc, une fois que les parents... Et puis le parent, il est persuadé qu'on s'occupe bien de mon enfant, on a diagnostiqué qu'il était TDAH, il y a les médicaments, il y a la formation, il y a les méthodes, et on va s'en sortir. Voilà. C'est fou. En fait, voilà, c'est ce que je disais en introduction. Le capitalisme a toujours besoin de nouveaux marchés et là-dessus il est excessivement, il a de l'imagination excessive d'ailleurs et il trouve des nouveaux types de population et puis il trouve des choses qu'il va pouvoir imposer de manière en plus très simple. C'est-à-dire qu'un enfant, voilà, il est mal élevé. Du coup, on lui dit que, en plus, j'imagine que si on dit à un parent qu'il est HPI, cet enfant HPI, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel, alors là, le parent, il se dit c'est bon, j'ai Mozart chez moi, voilà, donc du coup, c'est pour Mozart, je vais encore plus me plier à ses desiderata. Déjà, j'imagine que c'est sûrement ça. C'est ça. Donc, il y aura la formation. À la formation, on leur dit pas ce que vous dites, j'imagine. En plus, et il y aura des médicaments qui, j'imagine, coûtent très cher. Oui. Et qui durent des années. Donc ce sont des budgets faramineux en fait. Oui, budget faramineux, et je tiens juste à dire que le marché tend à s'élargir puisque même les enfants qu'on dit neurotypiques, alors neurotypiques sont les enfants qui n'ont pas de problème, sont happés par le marché parce que j'ai vu l'autre jour, et je l'ai dit, que des étudiants au moment du passer le bac sont démarchés on leur dit, parce qu'on joue sur leurs angoisses, alors qu'ils n'ont pas à s'angoisser, parce que je passe le message, vous l'aurez le bac. Oui, vous l'aurez à 99%. Voilà. Si vous n'avez pas le bac, c'est arrêtez tout. Dans ces temps-là, le bac, vous le savez, est gratuit. Voilà. Le bac est gratuit. Si aujourd'hui, un enfant n'a pas le bac, il faut qu'il arrête. Voilà. Mais on joue quand même sur leurs angoisses, on leur dit, vous voulez mieux vous concentrer. Donc les bacheliers prennent de la Ritaline pour passer le bac, pour se concentrer, vous vous rendez compte ? C'est une molécule qui, à la base, est censée, selon prescription de l'AMM, être donnée sur quelques mois, vraiment pour les enfants en difficulté. Et en fait, ils prennent et du coup, ils ont une chance supplémentaire d'avoir le bac. Donc, pour dire comment on démarche et comment on élargit. Et pour dire en 2 mots, on n'avait pas parlé des adultes parce que de plus en plus, j'entends des adultes me dire « je suis TDAH aussi ». Vous en avez entendu. Et là, je dis... Même sur mon plateau. C'est la même chose. Moi, quand ils me disent ça, 2 fois, ce sont des amis ou des personnes dans mon entourage.
évidemment, je ne leur dis pas ce que je pense parce qu'on va rentrer dans une forme de conflit et que je ne veux pas. Mais j'aimerais leur dire que c'est un symptôme, que la plupart du temps, ils se sont fait berner et que j'aimerais disséquer avec eux leur cause, la cause de ce symptôme. Et que si ils venaient dans mon cabinet... Mais pourquoi est-ce qu'on est dans une société dorénavant où chacun veut avoir son petit truc de plus en pensant... Vous savez, quand je vous ai fait venir... à Géopoétique Profonde pour parler justement de votre livre, j'ai eu droit à une volée de bois vert d'amis qui se sentent au potentiel intellectuel, qui se sentent l'équivalent d'Albert Einstein, mais vraiment, hein, je dis ça sans déconner, hein, et qui m'ont dit non, c'est pas vrai, je suis Albert Einstein. Donc, mais on rentre vraiment dans une société de gens. Mais qu'est-ce que va devenir notre société? Enfin, j'en ai vraiment peur. Mais je crois qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est très difficile pour l'être humain de se remettre en question lorsque dans une société il se sent différent et qu'il a des difficultés. Avant, les sujets dont vont me parler, les personnes dont vont me parler, elles ont, la plupart, avant, on les aurait fustigées en disant t'as des problèmes. Aujourd'hui, les personnes ne veulent plus se remettre en question, mais veulent remettre en question la société. Wokisme oblige. Donc ces personnes-là, qui ont souffert d'être discriminées parce qu'elles avaient des problèmes de gestion d'émotions et de tout ça, on leur a dit mais non, vous êtes génial, vous êtes Mark Zuckerberg, vous êtes, j'ai déjà dit tous ces noms, Marie Curie, c'est ce qu'on appelle des diagnostics rétrospectifs, c'est-à-dire qu'on dit à ces personnes, vous avez du génie en vous. Donc les personnes, pourquoi vous voulez pas qu'elles s'emparent de ça en se disant, oui, finalement, tu me dis que j'ai un problème, mais mon problème il est génial, c'est toi qui n'acceptes pas ma neurodivergence, ma neurodiférence. Pourquoi vous voudriez que je sois sur votre courbe En fait, ce que vous m'expliquez, c'est qu'on est un peu dans le même principe que les LGBT, c'est-à-dire que vous avez des LGBT, alors normalement on appelait ça des homosexuels, quoi, normal, ou des lesbiennes, et qui avaient été juste homosexuels ou lesbiennes, bon, parce qu'ils font comme ils l'entendent, mais qui aujourd'hui se disent non mais moi je suis pas que ça, je suis aussi non binaire, gender fluid, c'est-à-dire que je suis homme lundi, mardi je suis femme, ou alors j'ai pas de sexe, ou je suis non genré, enfin je sais pas quoi, plein de trucs à la con, et donc du coup comment dire, et donc moi je remarque ce même principe, c'est-à-dire que vous avez parfaitement raison. C'est ça. Vous avez raison, c'est pour ça qu'à la base, vous savez, les LGBTQIA+, on les met généralement dans, oui, mais dans la fluidité du genre, c'est pas tout à fait la neurodiversité. Je dis, c'est le même mouvement, vous avez parfaitement raison, à savoir que au départ, il y avait les homosexuels, et aujourd'hui, vous l'avez vu, j'en ai parlé, Dora Muto, Marguerite Stern le disent, les féministes, celles qui étaient vraiment pour défendre les femmes, se sont trouvées exclues de leur propre mouvement, parce qu'on leur a dit, oui, mais il faut que tu acceptes aussi qu'une femme est un pénis, il faut que tu défendes tout ça. Et elles se sont dit, non, moi, la féminité, c'est pas ça, une femme n'a pas de pénis. Et donc, elles se sont faites manger leur mouvement par cet entrisme wokiste et tout ça qui fait qu'il faut toujours intégrer... Alors moi j'aimerais qu'on trouve un autre mot que wokiste. Pardon. Pas parce qu'on a courtoisie qu'il n'y a pas d'anglicisme à redire courtoisie. C'est qu'en fait je pense que... tu peux passer par là mon Patrice, mais t'inquiète pas, on va te voir à la caméra, c'est pas grave. Merci. C'est pas grave. C'est que... oui, je sais que tu es modeste. En fait, pourquoi je veux bannir ce mot? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, c'est le mot de ceux qui veulent nous l'imposer. Déjà. Et je trouve que ce mot est trop politiquement correct et a une connotation positive dans l'esprit des gens. Pas dans ma tête. Non, mais peut-être pas dans votre tête, c'est vrai. Mais en fait, si on veut convertir, si on veut faire revenir, les gens dans une normalité à peu près, qu'on a à peu près connue. Quand je dis normalité, bon, on s'entend. Eh bien, il faut... je pense définir les mots tels qu'ils sont vraiment et dire woke, je crois que ça veut dire je sais plus quoi. Éveillé, c'est quand même un mot positif. C'est vrai. C'est un mot qui veut dire c'est comme ça qu'en fait ces gens gagnent. Parce que si vous dites à quelqu'un oui mais être woke c'est être éveillé, forcément personne ne veut pas être endormi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez raison. Donc je pense qu'il faut avoir des contre-expressions lorsque le système vous envoie une expression dite positive. D'ailleurs, vous-même, lorsqu'on vous dit « ouais, j'ai éducation positive », que vous fustigez... C'est une éducation négative, en réalité. Personne va vous dire « ah mais non, mais moi je suis contre une éducation positive ». Et le haut potentiel n'est pas un haut potentiel, c'est une difficulté.
C'est la même chose. On enjolive Ben voilà, la réalité. voilà. On enjolive le Donc handicap. il faut trouver des champs lexicaux et des oui, termes oui. qui contre... parce que moi, je vais vous dire... Attendez, Oui. il faut aussi se dire les choses. C'est que là, ce qu'on nous envoie, ça va créer des générations de fous. À un moment donné, il faut se dire les choses. Ça va créer un pays ça va être le Titanic, la France. Bien sûr, le problème c'est qu'il faut en finir avec les revendications individuelles. Vous l'avez dit, LGBTQIA+, au début c'était LG, lesbienne, gay, lesbienne. Après ça a été T, trans. Après ça a été, vous savez, Roselyne Bachelot qui a, entre guillemets, enfin pas entre guillemets d'ailleurs, qui a favorisé que finalement les LGBTQIA+, soient considérés non plus comme une pathologie, mais comme quelque chose de tout à fait normal en 2010 en faisant voter une loi. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, le problème c'est que non, moi je considère que quand on arrive dans le domaine trans et transidentité, transsexualité, on est dans la pathologie. On reste dans et on ne veut plus dire ça. On ne faut plus dire que c'est de la pathologie parce que sinon on est transphobe. Voyez? Et donc cet élargissement en permanence de la normalité, parce qu'ils ont une haine des normes. Nous sommes, entre guillemets, la société hétéronormée. Hétéronormée, c'est la majorité. Vous savez, comme c'est 90. Et ils ont une haine. Et c'est pour ça que vous voyez dans les publicités, dans les cinémas, dans les pubs, toute cette pression. Alors, je ne voulais pas dire le mot, mais ce mot-là, enfin, vous voyez. Mais je veux dire, ces gens-là ont de l'argent, ces gens-là ont les médias, ces gens-là ont les grandes boîtes avec eux, donc ils sont très puissants. Très puissants. Et en réalité, si nous ne les combattons pas en créant notre propre vocable aussi, en imposant ce vocable, on n'y arrivera pas. Moi, je vous dis très sincèrement, regardez, et en plus, ils sont très intelligents parce qu'ils utilisent toujours entre guillemets des symboles aussi positifs. Regardez l'arc-en-ciel pour LGBT. L'arc-en-ciel, c'est beau, un arc-en-ciel. Théoriquement. Et le mot, vous savez, inclusif, il est très fort, très beau ça. Moi, l'inclusion, pour dire un mot, pour revenir au TDAH et tout ça, moi quand j'étais dans ma carrière il y a 10-15 ans, on parlait d'intégration. Intégration, ça signifie que vous devez faire un effort pour vous qui avez un problème, vous intégrer. C'est parti des autistes à la base. Moi, c'était à ma spécialité, c'était l'autisme. Et on m'a dit, mais il faut plus utiliser ce mot intégration. Vous avez raison, la novlangue. Maintenant, on parle d'inclusion. Inclusion à l'école, ça veut dire autre chose. C'est à l'école de s'adapter à l'enfant. Or ça, on n'a pas parlé, mais la loi de février 2005 est un mensonge. J'en ai parlé toujours quand j'ai fait venir une AESH sur le plateau de GPTV. Impossible d'inclure un enfant TSA, c'est-à-dire trouble du spectre autistique, qui est sévère. Impossible. Je vous expliquais tout ce qu'il peut faire. En 30 secondes, il vous retourne une classe. Et puis on dit non, il faut croire en ce rêve de l'inclusion. Les enfants doivent être à l'école, mais ce qui rend impossible. La prof, elle est débordée, tout le monde est à bout, les enfants peuvent pas apprendre. Donc ça, c'est un rêve qu'on vend aux gens d'inclusion, d'idéal, de pour tous. Tout le monde peut toujours tout faire ensemble. Et voilà. Alors j'ai une question d'auditeur. Oui. On a très souvent oublié les pères dans l'éducation des enfants. Alors, il y a ça, mais du coup, je veux aller plus loin que l'auditeur. Comme aujourd'hui aussi, on féminise. Dites super bien. On féminise les pères. Oui. Quel rôle le père de 2024, généralement, pas toujours, mais on va dire généralement, a-t-il? Le père est castré. Voilà, en 2 mots. Aujourd'hui, n'oubliez pas, que représente le père en psychologie, en psychanalyse? Je ne vais pas vous poser la question. Il représente l'autorité à la base, le père, dans cette sorte d'équilibre dans un couple. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on ne veut plus parler de couple. Parce que déjà, quand je parle de père, je parle d'un couple hétéronormé. Je peux très bien avoir 2 mères, vous voyez. Aujourd'hui, c'est ça. Je peux avoir 2 mamans. Vous êtes d'accord? Ouais. Aujourd'hui... Ah oui, ça c'est sûr. Oui, si j'ai 2 mamans... On veut effacer le père aujourd'hui dans la société. Vous voyez, quand je reviens par exemple au moment où on s'est posé la question de où est le père, vous vous souvenez, c'est qui avait dit ça? Madame Maréchal. Vous savez, sur le tweet, elle a tweeté où est le père? Vous avez vu ce qui s'est passé? Ah oui, elle a eu une volée de bois vert. Volée de bois vert. Ah mais comment vous osez? Où est le père et compagnie? Donc là, elle a tout dit, elle a tout résumé. On veut effacer le père parce que le père représente l'autorité et l'autorité c'est mal. C'est mal. C'est des idées de droite. Mais si le père se féminise, il devient une mère. Oui. Mais ça, c'est la gauche. Non, mais vraiment, on est dans la politique. Les idées de droite, Marion Maréchal, extrême droite, elle a dit où est le père, elle n'est pas tolérante, elle n'est pas woke, enfin, elle n'est pas tout ça. Bien sûr. Et donc voilà, c'est tout ça aujourd'hui. Donc oui, comment vous dites que vous pouvez reposer votre question sur la mère? Féminiser, féminiser. On féminise le père. Oui, donc c'est-à-dire qu'on fait du père une seconde mère. Bien sûr, il y a même des théories, elle l'explique, qui fait qu'aujourd'hui, alors ça, je ne saurais pas bien l'expliquer scientifiquement, mais dans les aliments et dans tout ce que nous prenons, il y aurait par moment un dérèglement au niveau de nos cellules qui ferait que les hommes auraient tendance à se féminiser. Vous avez entendu parler de ça. Déjà au niveau génétique, tout ça. Bon, mais en tout cas, au niveau de la société,
effectivement, beaucoup d'hommes n'osent plus être effectivement dans ce rôle du père castrateur. Comme je l'ai expliqué, ça c'est le principe freudien. Le père vient poser la loi, poser les limites. Ça c'est l'éducation à l'ancienne dont on ne veut plus. Et ce père aujourd'hui, s'il fait ça, il est jugé un tyrannique, mauvais père. Donc lui, il a envie d'être un bon père, un père positif. Et un père positif, c'est un père. Alors, j'ai une question. C'est une deuxième maman. Ouais, voilà. C'est ça, c'est une deuxième maman. Vous avez tout compris. J'ai une deuxième question d'auditeur. Bonjour, cet assistana, j'arrive même plus à lire, d'État pour nos enfants ne va-t-il pas étouffer toute révolution contre les gouvernements? Parce que tiens, c'est très intelligent. Mais voilà, ça prouve quand même que à Radio Courtoisie, on a quand même des auditeurs d'élite. Hein. Je le dis vraiment comme je le pense. Hein. Non mais je le dis vraiment. C'est-à-dire que ce monsieur a totalement raison lorsqu'il dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que on n'impose pas aussi ces visions idéologiques? Bon, évidemment pour faire de l'argent et du blé, bon ça, on le sait. Mais est-ce qu'on n'impose pas ça pour que les futures générations soient des générations dociles? Probablement, mais alors là, moi j'ai toujours du mal, alors ça fait un peu complotiste, et j'ai du mal à aller aussi loin dans la réflexion. Parce qu'on je veux dire une chose. Non, vous avez peut-être raison, on parle de l'état profond. Voilà. Mais moi ça me semble toujours quelque chose d'impalpable, l'état profond. Enfin, je ne dis pas que ça n'existe pas. Non, mais l'état profond, c'est pas compliqué. Hein. Dites-moi, voilà, apprenez-moi. Vous avez des états profonds en Amérique, en France et tout, et vous avez des gens. Par exemple, monsieur de LVMH ou l'administration française qui derrière dirige ce pays. Hein. C'est pas compliqué que ça. Hein. Oui, il peut y avoir, mais Mais indépendamment d'état profond. Mettons de côté d'état profond. D'accord. Ok. Vous savez très bien que un État, un pouvoir, un régime quel qu'il soit, quel est son but? C'est de prélever l'impôt et de garder le pouvoir. Oui. Bon. Donc, il garde le pouvoir comment? Par l'élection. Et puis, et si en plus il peut ne pas se faire putcher, parce qu'on sait bien que la France c'est quand même le pays de la révolution, pas que de celle de 1789, c'est aussi la révolution, je sais pas moi, des 19e siècle, des barricades, on l'a bien vu, comment c'était montré dans Les Misérables, c'était le pays de la Commune, la 5e République, c'était un putsch du général de Gaulle, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'imagine que les pouvoirs publics connaissent, là il y a eu la fronde sous Louis XIV, il peut y avoir un calcul, ils peuvent se dire, vous avez raison. Si on peut faire des gens, essentiellement un peuple qui reste chez lui à regarder Netflix et qui est endormi, qui n'a pas la force, et qui n'a pas l'envie d'aller... Moi par exemple je pense que si Twitter par exemple est aussi un réseau social où les gens s'embrouillent parce que ils projettent l'agressivité qu'ils auraient pu avoir dans la rue, mais sur les réseaux sociaux. Probablement. Il y a, vous avez raison là-dessus, une forme d'abêtissement du peuple. Moi, je vais très clairement. Et cet abêtissement, on le voit avec les programmes de l'éducation nationale. Moi, je me pose toujours la question. Je me dis, comme on l'a dit, 99% des gens obtiennent le bac. Ce sont des bacs en carton, papier, qui ne valent rien. Et on le sait, plus un jeune est capable d'orthographier correctement les mots, de connaître le participe passé, le niveau, et c'est délité. Et on donne des diplômes. Et d'ailleurs, on a eu récemment un certain député... Monsieur Delogu qui a montré qu'on pouvait arriver à des postes très très hauts en sachant, en comprenant pas ce qu'on lit. Vous pensez que ce monsieur-là... Mais c'est hallucinant. Regardez, vous avez lu 1984 ? Oui, Orwell. Pourquoi la novlangue Orwell l'explique très bien. Oui. La novlangue... On rapte ici le nombre de vocables, de vocabulaire, de mots. C'est le totalitarisme derrière. Pourquoi ? Parce que si derrière la personne n'a pas les mots pour décrire ce qu'il ressent, vous avez raison. Eh bien, il ne peut pas se rebeller face à Big Brother. Big Brother, je m'incline, vous avez raison, c'est un calcul. Et il l'avait décrit d'ailleurs dès 49, hein, c'est son génie, hein, Orwell. Et je pense que là, on est en 2023, il peut y avoir 2024. il peut y avoir ce calcul, ça va vite, disons. Et moi, je me suis toujours posé la question d'élitement de l'éducation nationale. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi font-ils ça? C'est terrible. Aujourd'hui, moi, en tant que je suis aussi patron, j'essaie de recruter. J'arrive plus à recruter quelqu'un. Je me retrouve face à quelqu'un qui comprend pas le français.
Je sais plus. Bon, sur certains domaines, hein, j'en parle, moi c'est plutôt des domaines médicaux. Mais je sais plus quoi faire. Et donc je me dis aujourd'hui, effectivement, vous posez la question de l'avenir, de la société. Eh bien moi je pense que si c'est un calcul, il est terrible, il est machiavélique, parce que nous sommes sur une société à deux vitesses. Nous avons toujours l'élite qui mettent leurs enfants dans les grandes écoles, Monsieur Papendiaï et compagnie. Eux, ils se préservent Macron et tout ça, et je pense qu'ils s'en fichent et que ça les arrange que le peuple soit bête, bête ou inculte ou tout ça. Parce que regardez, si on prend Mélenchon, Monsieur Delogu est l'idiot utile de Mélenchon. Monsieur Delogu pose costard, cravate et tout, ancien taxi chauffeur et compagnie, a l'impression qu'il a une place. Mais Monsieur de Mélenchon t'utilise, mon pauvre. Il t'utilise. Il t'utilise parce que tu représentes la fameuse minorité racisée et pour laquelle, lui, il lui manque combien, 400 000 voix, hein, il lui manque des voix. Eh bien, tu représentes ce qui va l'amener au pouvoir. Mais il ne te considère pas. Et voilà. Et donc, c'est vrai que je me pose la question, et on le voit d'ailleurs dans les films de science-fiction, il y a toujours le peuple d'en haut, il y a le peuple d'en bas, le peuple d'en haut exploite le peuple d'en bas. Bon, mais oui, regardez, ça a donné la Révolution française, ça. Hein. Bien sûr. Bon. Vous avez lu Monsieur Brigelli ? Non. Alors, je vous conseille de lire Monsieur Brigelli, oui. Qui parle des écrans, et il explique que les enfants des Zuckerberg, Bill Gates et compagnie, les enfants de la Silicon Valley en gros, eh bien, vont dans des écoles où ils n'ont pas d'écran. Ah oui, j'ai entendu ça, oui. Ils n'ont zéro écran. Vous avez raison. C'est-à-dire que les patrons des GAFAM qui imposent l'écran à nos enfants, et à nous-mêmes aussi d'ailleurs, pour le coup, eh bien, eux, leurs enfants sont interdits d'écran, de tablettes, de smartphones et tout. D'accord. Dans leurs écoles. Mais en dehors de ces gens-là, je dis à tous les parents qui écoutent, vous avez le droit d'interdire la tablette à votre enfant, comme bon vous semble. Vous, en tant que parent, prenez cette décision. Je vous assure, j'ai presque envie de lancer un hashtag. Moi, en soi, je suis pas contre la tablette. Hein, en soi, c'est pas le problème. Le problème, c'est la régulation de cette tablette. C'est-à-dire que l'enfant qui a cette tablette entre les mains se dit, c'est ma tablette, je l'utilise quand je veux, matin, midi et soir. Et non, c'est pas matin, midi et soir, c'est que le parent doit avoir un contrôle sur cette tablette. Il doit dire, voilà. Et ça, c'est le gros problème, c'est que les parents n'ont plus aucun contrôle. Alors, je vais vous couper parce qu'on lance le bobino. Merci à vous de soutenir Radio Courtoisie. C'est grâce à votre soutien que nous gardons cette indépendance et qu'on peut dénoncer la politique des laboratoires contre nos enfants. Alors, tiens, message d'auditeur. Bonjour à tous et merci de votre présence. Est-ce que Jean-Luc s'adjoint parfois des services d'armoire à glace type Pascal le grand frère, Dieu vous garde? Oh là là. Jean-Luc Robert est bien bâti, je pense. Il n'a pas besoin de Pascal le grand frère. Pourquoi aurais-je besoin de cet homme? Et d'ailleurs, dans quelles circonstances par rapport à éventuellement un adolescent un peu violent? Non, moi j'ai jamais peur. Vous savez, j'ai travaillé, comme j'ai dit, en IME avec des enfants autistes, des fois qui faisaient 90 kilos, 1m80 et tout. Je sais pas pourquoi, moi j'ai pas peur. De toute façon, j'ai pris des coups. Hein. Si on doit se prendre des coups, on se prend des coups, mais vous savez, il faut pas avoir peur, je pense. Comme j'ai dit l'histoire, je reviens sur l'histoire de cette mère et compagnie. Il faut, je pense, et ça je le dis, c'est terrible, hein, mais il faut aller jusqu'à accepter de prendre des coups. Alors quand je dis prendre des coups, pourquoi? Parce que l'enfant sait que vous avez peur de lui. Et il sait, et même quand un père, vous savez, quand un père dit non à son fils de 15-16 ans, parfois le fils est déjà plus fort que le père. Mais l'important, c'est que le père, on va le respecter, on n'osera pas frapper son père. Normalement, un enfant ne peut pas. S'il frappe son père, c'est que vous voyez, il y a quelque chose qui a été loupé au niveau de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que ça inhibe. L'enfant n'arrive pas à le faire, normalement. Donc, de toute façon, et puis s'il le fait, je vous ai dit, on appelle les pompiers, on appelle la police et on lui montre qu'il y a une loi. Il faut pas reculer devant ce chantage, cette intimidation. Mais justement, le parent... ou une mère de famille qui a porté un enfant, d'avoir même un fils criminel, j'imagine que ça reste quand même son fils. Ah oui. Donc est-ce que parce que dire oui, appeler la police, ça peut être facile comme ça. Oui, c'est dur, de le dire. Je sais. Mais est-ce que psychologiquement un parent peut appeler la police contre son enfant? Moi, je l'aide à cela en lui disant que la police représente la loi, que malheureusement la loi parentale n'est pas respectée, que ça sera symbolique. Je sais très bien qu'il n'arrivera rien à cet enfant. J'essaie de raisonner le parent. Vous savez, la police va l'emporter, va l'emmener et compagnie. D'ailleurs, la police souvent n'emmènera pas l'enfant au commissariat. C'est juste une question de présence, de montrer. Voilà, stop, tu n'as pas le droit, je te rappelle la loi. Quand je dis aux parents, malheureusement, la loi, vous êtes débordés, vous n'avez pas réussi à l'imposer. Donc symboliquement, je sais que c'est dur d'appeler la police et tout, mais vous savez, si on en est là, justement, c'est parce qu'on a toujours laissé faire de peur que. Donc à un moment donné, il faut poser une règle et on a besoin de se faire aider. Donc, vous savez, il n'y a pas d'autre solution. Moi, Oui, allez-y.
Non, mais continue. J'avais des fois des cas comme ça, les parents me demandaient des solutions concrètes, même par rapport, vous savez, à des troubles obsessionnels et compulsifs, des enfants hyper angoissés, parce que donc l'enfant prenait des bains, il en prenait 50 par jour, je ne sais plus quoi faire, mais l'enfant est super angoissé, il dit, déjà on va l'aider, il faut réduire ça, il ne peut pas passer sa vie dans une baignoire. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Oui. D'où viennent ces angoisses? Enfin, quand j'étais môme ou quand nos parents, nos grands-parents étaient mômes, ces angoisses, bon, elles existaient, mais à la marge. Aujourd'hui, elles deviennent habituelles. Est-ce que c'est la société qui, dorénavant, la société moderne, impose ces angoisses? Ça, c'est une bonne question. Alors, pour le cas, quand je vous parlais de la personne qui prenait un bain et compagnie, alors on était dans un cas pathologique très, très grave. Maintenant... Ou des TOC, là, ces fameux TOC. Alors, les TOC, les enfants en ont toujours eu aussi. Vous savez, moi, quand j'ai travaillé en IME, en IME et en hôpital de jour, d'ailleurs, d'emblée, j'avais des enfants qu'on disait psychotiques. Alors, vous savez, à la fac, on me disait, on ne peut pas parler d'un enfant psychotique, il est en construction. Moi, j'ai vu des trucs avec des enfants très, très jeunes qui avaient des angoisses, mais incroyables. Donc, la psychopathologie fait que l'enfant peut être concerné très tôt. Alors, comment ça se fait que ça concerne un enfant? Moi, je vous le répète, et ça, c'est des notions psychanalytiques dont on ne veut pas parler. Quand l'enfant naît, dans les premiers jours de sa vie, il n'est pas, allez, je vais vous le dire clairement, dans un état psychologique normal. C'est-à-dire, quand je dis normal, c'est névrotique. C'est pour ça qu'on a défini, au départ, les psychanalystes l'expliquent, il a un fonctionnement psychotique, l'enfant. C'est petit à petit au contact de la réalité. Donc, vous avez entendu parler du principe de plaisir et du principe de réalité, je pense. Donc, l'enfant est dans un principe de plaisir, de toute puissance, etc. Mais il est extrêmement angoissé par tout ce qu'il vit à l'extérieur. Il est très insécurisé. C'est pour ça que des théoriciens comme Winnicott ont expliqué qu'il y avait l'angoisse de séparation et notamment le doudou, c'est-à-dire, vous savez, le fameux doudou, tout ça. Et que l'enfant a besoin de se rassurer en ayant maman à côté tout de suite. Et on appelle ça une préoccupation primaire maternelle. C'est-à-dire que l'enfant, s'il n'y a pas sa mère au réveil, il est angoissé. Donc, l'enfant, c'est une chose extrêmement fragile qui n'a pas un fonctionnement neurologique normal comme un adulte et qui a des angoisses énormes. Mon biberon n'est pas là, mais est-ce que je l'aurai? Je pleure, je ne sais pas, il est père. Donc la maman, le papa va le rassurer. C'est-à-dire que l'enfant a une forme de peur de l'inconnu, ça. Énorme. Et donc l'enfant à la base, c'est un être extrêmement angoissé. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire une chose, j'ai eu des patients récemment, j'en ai eu beaucoup, qui viennent avec un trouble autistique et me disent je ne comprends pas où ça a dérapé. Et souvent, je vous le dis, je vous donne des cas comme ça. Allez-y. La mère, par exemple, elle me dit tout s'est bien passé jusqu'à 18 mois ou jusqu'à un certain âge. Et puis un jour, j'ai eu un grave accident. J'ai été hospitalisé pendant 3 mois. L'enfant ne m'a pas vu. J'étais dans le coma. Et puis depuis, mon enfant n'a plus jamais été le même. Il a arrêté de parler. Il est devenu autiste. Il y a des cas comme ça, des traumatismes qui fait que l'enfant est tellement fragile au début que si il y a d'un seul coup un voyage, un divorce, une dispute, je ne veux pas culpabiliser les parents, mais l'enfant qui est perturbé dans son environnement peut très bien, dans sa trajectoire développementale, rester dans la pathologie et ne pas se développer vers la normalité. Si on sait ça, un parent peut-être aura tendance à surprotéger. Alors, il ne faut pas surprotéger. Mais ça, c'est un point de vue psychanalytique parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que l'autisme est un neurodéveloppemental et n'a rien à voir avec l'environnement. Donc, ce que je dis là, c'est complètement réfuté. C'est une thèse qui n'existe plus. Il faut pas dire. Il faut dire que c'est génétique. Mais moi, ce que je dis, c'est que j'ai constaté que c'est multifactoriel. Je dis l'autisme et beaucoup de troubles. Bien sûr. Et donc, l'enfant, dans sa croissance psychique, le moindre fait qui pourrait le perturber pourrait générer des troubles. Alors, je veux pas que les parents se suivent. Moi, je suis pas du tout là pour le culpabiliser. J'ai dit de toute façon, ce qui est fait est fait. Maintenant, on va aider à faire du mieux possible. Bon, on a un peu digressé pour le coup, mais c'est intéressant. Oui. Mais revenons au sujet principal. Oui. Voilà, alors nous avons un enfant. Comment le schéma se passe aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a un enfant qui est un peu turbulent. On dit qu'il a par le biais d'un questionnaire à 500 € ou plus, qu'il a ce qu'on appelle un TDAH, trouble d'attention en gros. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que déjà, s'il a un TDAH, il va voir un pédopsychiatre qui va lui prescrire de la Ritaline. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, expliquez-nous ce qu'est la... Vous avez dit la Ritaline, c'est avec de l'amphétamine. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amphétamine dedans? En termes de quantité, je ne sais pas, mais on sait que c'est un médicament qui a un effet, alors c'est pas qui ne sédate pas, mais qui aide à la concentration, à l'attention-concentration. Et ça, c'est effectivement, ça aide le jeune à se concentrer. Sauf que la réalité, c'est qu'on traite le symptôme. Mais j'imagine que lorsque cet enfant prend de la Ritaline, alors il se concentre, certes, oui. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas d'autres effets? Parce que tout médicament a un effet. C'est évident. Alors moi, je ne suis pas psychiatre et autres, mais je sais que tous ces médicaments-là ne sont pas anodins. Et je vous ai dit, l'autorisation de mise sur le marché, la MM, et tout ce qui est prescription, il y a une posologie à respecter déjà. Et il y a une chose importante, c'est que c'est à prescrire sur une durée de 6 mois maximum. Et enfin, il faut qu'il y ait certains troubles. Alors j'ai cité le Risperdal, la Ritaline, mais il y a aussi le Risperdal. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous ce que c'est. Alors la différence avec le Ritaline, c'est que le Risperdal est un antipsychotique. Qu'est-ce que c'est qu'un antipsychotique? Un antipsychotique, c'est-à-dire que c'est quand on est psychopathe, quoi. C'est-à-dire qu'on est un tueur en série, on prend ça, quoi. Psychotique. Alors on donne ça aux schizophrènes.
Donc, comme je l'ai dit, les parents le savent. C'est-à-dire qu'à un enfant autiste, on donne un médicament qui est un sédatif puissant. Donc, en gros, quand vous êtes, par exemple, psychotique, donc schizophrène, c'est la même chose, c'est une branche de la psychose. Vous êtes hyper angoissé, vous avez des hallucinations, délirants et tout, vous voulez vous suicider et autres. Eh bien, on va vous donner du Risperdal. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est quand un enfant est un peu turbulent? Alors non, là, quand on vous prend du Risperdal, c'est vraiment très grave. Parce que le Risperdal, c'est un enfant, on donne ça aux enfants autistes qui sont extrêmement violents et extrêmement agités. Donc là, on est dans les... mais du coup, justement, voilà, c'est des enfants autistes violents, agités. Peut-être que là, c'est peut-être nécessaire de leur donner ça. Alors, moi, j'essaie d'éviter, mais dans certains cas, on n'a pas le choix. Dans certains cas, j'ai cité le film hors norme avec les enfants qui mettent des casques et qui se tapent sur la tête et ils viennent. Moi, j'ai connu, vous arrivez, l'enfant vous donne un coup de boule direct. Hein, j'ai d'une violence incroyable. Vous savez, je vais vous faire juste un peu d'histoire si on a 2 minutes. L'autisme était considéré avant 1980 en France et notamment dans le monde entier comme une psychose. Il y a une évolution, une dépathologisation de l'autisme où on est passé de l'autisme considéré comme la psychose. Je fais très court parce que peut-être que c'est ennuyeux, mais c'est très important. Allez-y. Bon, je vais très vite. Le DSM, c'est le livre classification des maladies, a dit en 1980, ce n'est plus une psychose, mais c'est un handicap. Et on appelait ça TED, trouble envahissant du développement. Et ensuite, en 2013, on a dit c'est quasiment plus un handicap, c'est un spectre. Donc nous, tout à l'heure, là, on parle d'Asperger, mais on n'a plus le droit de dire Asperger. Hein. On n'a plus le droit de dire Pourquoi ? Ça. Parce qu'on est censé être dans un spectre autistique qui englobe la prévalence, c'est-à-dire le taux de l'augmentation du nombre d'autistes dans la population, a augmenté et passé de 1 pour 5000 à 1 pour 100. Tout le monde, en gros, si vous voulez résumer, tout le monde devient autiste. Bien sûr. N'hésitez pas à acheter ce livre. Neurodivers Plus. On va continuer dans l'émission. Où est-ce que je peux trouver ce livre? Sur Amazon. Plus, sur Amazon. Le Zap, c'est l'édition Le Zap. Voilà, c'est mon association. C'est mon association de psychologues à domicile. LEZAPE. Mais bon, vous tapez neurodiversité, vous l'aurez sur Internet. Neurodiversité Plus, mais on va redonner évidemment le nom du livre, Neurodivers Plus. Et on va continuer sur ces labos. Donc voilà. On donne ce médicament à ces jeunes qui ont diagnostic TDAH. Et ensuite, on va parler des formations. C'est-à-dire qu'en plus du médicament, il y a la formation des parents. Bonne question. Super. Alors, j'ai amené quelques feuilles parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Ça, c'est des mails que je reçois tous les jours. Sur les formations... Comment ça? C'est-à-dire qu'on vous démarche? Merci. On me démarche tous les jours. Et je me dis, mais ce lobby, mais monsieur Borowski, il faut que vous ayez conscience que c'est surpuissant. C'est incroyable. À chaque fois, je reçois ces mails. Alors, regardez, j'en ai un là. Alors, attendez, on va le montrer, tiens. Alors, aux caméras, il y a des caméras ici. Voilà. Je montre le premier mail. Donc, neurodiversité. Alors, voilà. Qu'est-ce que la neurodiversité? On vous envoie ça. Voilà, très bien. On vous envoie... Montrez-le-moi, donnez-le-moi. Celui-ci, vous pouvez le lire, il est extrêmement intéressant. L'autisme n'est pas un trouble. Très bien. De manière générale, la communauté autiste rejette l'expression neuronormative. Alors, en plus, ils utilisent des termes pathologisantes et stigmatisantes de TSA ou trouble du spectre autistique. Voilà. Celui-là est très, très important. Donnez-moi le troisième. Je suis autiste, je suis extraordinaire. Ah oui, c'est vrai, je suis autiste. Pourquoi dit-on TSA, trouble du spectre? Ah oui, je suis extraordinairement ordinaire, voilà. Je suis autiste. Bon, enfin, il y en a plein. En fait, là, c'est un mail de formation. Venez, abonnez, cliquez, inscrivez-vous. En fait, en gros... je remonte à la caméra pour le replay lorsque les gens le verront sur YouTube. Il capte en 5G lui, regardez. Je suis autiste, moi je capte en 5G, je suis super. Mon micro est en mode silence, mais je capte en 5G, c'est vrai. Voilà. En plus, il montre un jeune homme, un petit garçon blond. Il a quelque chose en plus. Lui, il capte en 5G. Ah ben, c'est pas mal ça, la 5G. Non, mais voilà. Tu n'aurais pas besoin d'avoir l'iPhone. C'est un handicap, l'autisme. Non, c'est pas la 5G. Voilà. Mais en fait, c'est terrible ce que vivent les parents. En gros, là, on en a rigolé un petit peu, mais c'est terrible. Mais en fait, en gros, pourquoi on montre ces papiers, enfin, on parle je vous lis ces papiers aussi à la radio, c'est parce que en fait, vous êtes démarché par des entreprises pour que vous diagnostiquiez à des parents et des enfants que ces enfants ont tel ou tel trouble et que ces parents aillent faire des formations et que des enfants aillent prendre des médicaments. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent vous payer, ils vous achètent pour que vous ameniez des clients en plus, c'est ça. Voilà, et puis accessoirement, que je fasse marcher le business de la neurodiversité parce que je pourrais gagner 2-3 fois plus. Moi, je pourrais vraiment, je l'ai déjà dit, je pourrais vraiment dit très que, confortable. Les formations, les tests, c'est 500 € l'heure. Oui, voilà. Alors, vous m'aviez dit que parfois vous connaissiez des psychologues qui faisaient 3 tests par jour, donc ils prenaient 1500 € par jour au minimum. Facile. Et la formation, c'est 4, 5 000, 6 000 €.
Donc en fait, et plus après les médicaments remboursés par la sécurité sociale, mais en fait c'est des budgets faramineux, alors qu'on a une sécu à 20 milliards d'euros de déficit. Vous savez, c'est presque comme on avait, vous savez, les points de deal là. Hein, ça marche beaucoup. Mais c'est légal, tout ça c'est légal. C'est légal. Donc les jeunes, moi je fais un calcul, 1500 par jour fois 10, ça fait 15 000. 15 000 fois 3, ça fait 45 000 à la fin du mois. Pour le psychologue. Qui refuse? C'est pour ça que je fais le rapport avec les points de deal. Peut-être qu'on me trouvera choquant. Vous savez, les jeunes qui font le chouf là. Bien sûr. Mais moi, les guetteurs. Voilà, les guetteurs. Mais moi, j'ai une éthique et je rentrerai jamais là-dedans. Bon, donc là, j'ai été dans des cas extrêmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière, il y a de l'argent et que ces formations, eh bien, on les propose à toutes les personnes pour les déculpabiliser. Non, mais au final, l'enfant, est-ce qu'il est aidé vraiment? Est-ce que tout ça, ça aide l'enfant? Parce que je vous dis, on ne traite qu'un symptôme. On ne traite qu'un symptôme. On ne traite pas. L'enfant, il n'est pas aidé, il ne changera pas, il n'évoluera pas, il ne sera pas plus inclus dans la société. Voilà. Donc, pour ça que je dis, j'alerte les parents avant. Parce que moi, beaucoup de gens m'écrivent sur TikTok, sur les réseaux, tout ça. J'ai envoyé tout ça. Ils me disent, voyez, 1 heure d'école par semaine, c'est horrible. Enfin, tout ce qu'on avait dit. Ah, oui, c'est vrai, marqué. Ah ouais, c'est-à-dire que les démarcheurs disent, voilà, une heure d'école. Non, c'est les parents qui disent. Les parents qui disent, mon enfant, avec, vous savez, la ESH. 1 heure d'école par semaine. L'école, bah oui, ils souffrent. C'est pour montrer la souffrance des parents. On leur dit, mais votre enfant ne peut aller alors qu'avec la Ritaline, il pourra aller plus. Parce que ça va l'aider à se concentrer, voyez. Donc on leur fait le chantage. Et moi je vais vous dire une chose, si les labos prennent en main un enfant dès 3 ans, à 70 ans, il sera un laboratoire ambulant. On ne connaît pas les effets à long terme, vous l'avez vraiment dit, c'est-à-dire que ces molécules, ça agit sur le cerveau des tout petits, voilà, jusqu'à qu'ils prennent ça pendant des années, et à long terme, ils ne sont pas plus aidés et pas plus inclus. Donc il ne faut pas tomber dans la dépendance des médicaments. Quand on vous dit que votre enfant est TDAH, qu'il a un problème, au lieu de chercher 3 lettres ou venez voir un psychologue compétent qui va vous aider. Alors moi, j'ai pas le temps d'expliquer les techniques là, mais à voir d'où vient ce symptôme. Prenez le TDAH comme un symptôme et non pas comme une maladie qui serait neurodéveloppementale. C'est un symptôme d'un tableau clinique plus large. Et je pourrais donner des cas pour les adultes. Par exemple, vous savez qu'il existe des cas borderline, on appelle ça état limite, je dis en 2 mots, des personnes qui gèrent pas leurs émotions. Ben, vous savez, ils cherchent des solutions parce qu'ils souffrent, ces personnes-là. Ils disent, mais moi je suis exclu, on dit que j'arrive pas à gérer mes émotions. Elles viennent voir une personne parce qu'elles disent, mais non, vous n'avez pas de problème, vous êtes un haut potentiel émotionnel. Mais c'est terrible alors que vous êtes un je vais vous dire une chose, si en plus on avait une recrudescence de haut potentiel intellectuel, ça se saurait déjà au gouvernement. Déjà, ce qui n'est pas le cas, vraiment. Donc, affronter ce que vous êtes en face, c'est dur, mais non, vous n'êtes pas génial. Non, l'autisme n'est pas génial. Non, HPE, c'est pas vrai, vous n'êtes pas génial. Ça existe, mais c'est très minoritaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Marie Curie à tous les coins de rue. Elon Musk, ça reste une exception. Donc si c'est un Asperger, tant mieux. Mais moi, la majorité des Asperger que j'ai vus étaient en grande souffrance. Ça n'existe pas, ça. Alors, j'ai des questions, cher, parce qu'il nous reste que 20 minutes. Oui. Et oui, ça passe vite. Ça passe vite, tant mieux. Alors, bonjour messieurs, excellente émission et surtout salutaire que j'ai réécouterai. Voilà, vous n'oubliez pas, Neurodivers Plus de Jean-Luc Robert, surtout que pour le passage que j'ai raté en voiture avec l'épisode du knockout polonais, je plaisante évidemment, et la vie du grand-père. Bravo à votre invité qui démystifie beaucoup de baudruches officielles. Par rapport à, entre guillemets, au wokisme, à traduire, je proposais le victimisme comme néologisme. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, c'est pas le terme le plus juste, mais je suis d'accord que moi, je dis bien, quand je dis wokisme, je pense c'est la tyrannie. Moi, j'ai envie de dire tyrannie des minorités. C'est ce que je reçois. Mais victimisme, oui, ils se font passer pour victimes. Je ne sais pas comment on pourrait trouver un terme, il faut que j'y réfléchisse, mais en tout cas, ce sont des minorités qui se sentent oppressées dans la société et pas suffisamment représentées. Et il y a un énorme activisme. Donc, il faut essayer de réfléchir comment on pourrait trouver un mot. Je suis d'accord, il y a le côté victime, il y a le côté minorité, il y a activiste, il y a beaucoup d'idées d'imposer sa particularité, sa singularité. Donc moi je sais pas, Jordi, les singulars, je sais pas, j'aurais envoyé. Bon, faut trouver un terme. On va chercher. Voilà. Si quelqu'un a courtoisie un terme, vous me l'envoyez. Hein. J'ai pas le terme exact. Ça afflue. Mais voilà. Alors, là, je vais poser que des questions d'auditeurs. Super. Et là, on va être un peu. Merci. Un peu plus concis, on va dire. On blablate sans agir. Dites aux enfants de ne pas utiliser l'écran recommandé par l'institut. L'instituteur, le prof, éducation nationale. L'État éduque, ne l'oubliez pas. Notre État est totalitaire, plus d'instructions, limiter la culture, censurer l'information et expression individuelle, je vous le répète. Je peux répondre à ça en 2 mots ? Allez-y. Moi je dis, je ne suis pas contre les écrans, parce que les écrans font faire aux parents l'économie d'un travail, c'est-à-dire de prendre le rôle de parent.
qui interdisent. Donc oui, tu as un écran, mais c'est moi qui gère cet écran. C'est pas la même chose que de dire j'interdis complètement l'écran et compagnie. Une fois, j'avais un enfant autiste qui allait toujours prendre des gâteaux dans les placards et la mère dit j'ai mis des cadenas. Je dis non madame, c'est trop facile, vous mettez des cadenas, l'enfant ne travaille pas. Vous mettez les gâteaux dans le placard, les placards sont ouverts, mais c'est interdit d'ouvrir les placards. Et là, on pose la loi parentale. En 2 mots, un jour, je faisais du frisbee et tout, et je jouais, et il y avait un gamin qui était le fils d'un homme avec qui je jouais, et il me dit oh, toi, c'est pas juste pendant la pause, parce que le frisbee, c'est fatigant quand même. Pendant la pause, tu as le droit à utiliser ton téléphone et pas moi. Et je lui ai dit, tu sais, ton père est un bon père. Super. Toi, non, il a interdit. Il ne veut pas que pendant la pause, tu utilises ton téléphone. Moi, je suis un adulte, lui ne veut pas. Il veut que tu restes concentré sur le match et il a raison. Vous voyez, en gros, la loi du père, il Bien pose sûr. une loi. Voilà. Donc, en Alors, gros, voilà. Un grand merci de vos excellentes émissions. Il faut lire le livre de Pascal Bernardin, Machiavel, pédagogue, dont le sous-titre est Le manuel d'esclavage moderne. Il a 30 ans et nous en voyons les conséquences aujourd'hui que vous décrivez tellement bien. On finit par avoir des bipolaires et des schizophrènes qui marchent à coups de chantage parce qu'ils ne sont pas de cet étiquetage. Il va manquer les limites. Oui, et ce qui est intéressant sur le bipolaire, on appelle ça TB, trouble de la bipolarité. Je dis à monsieur qu'il a raison, puisque avant, ça s'appelait pas TB. Vous savez comment ça s'appelait? Ça Non. s'appelait pas trouble bipolaire. Et quand j'y avance, il y a très peu de temps, ça s'appelait PMD. PMD, ça veut dire psychose maniaco-dépressive. Quand je vous dis qu'on dépsychiatrise... Même là, on a rajouté du politiquement correct, oui, en fait. on dépsychiatrise la novlangue. C'est-à-dire que ce n'est plus une psychose. Et qu'on dit qu'aujourd'hui, vous êtes bipolaire. Et vous savez pourquoi vous êtes bipolaire? Parce que quand vous êtes psychotique, c'est toujours dû, soi-disant, enfin, c'est plutôt dû à une éducation, à un développement psychologique. D'accord. Là, bipolaire, c'est dû à des interactions chimiques dans votre cerveau et on vous donne un médicament pour régler la bipolarité. Donc c'est le même principe. Alors, hein. On Voilà. demande à la population d'être de plus en plus agile pour utiliser les outils informatiques et par ailleurs, la société abétit la population. Oui, c'est vrai qu'on demande aux gens d'être des spécialistes dans un domaine. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des... voilà, déjà, on demande, voilà, comme nous dit notre auditeur, on demande aux gens d'utiliser Utiliser de plus en plus des outils informatiques. et Oui. par ailleurs, la société est abétie. Merci, chère Patrice. Bon, oui, c'est paradoxal, c'est ce qu'il veut dire. Voilà. Oui, oui, je sais pas quoi dire de trop dessus. Allez. Les gens conscients ne doivent-ils pas laisser pourrir la décadence et préparer en marge, développer le germe de la société de la nouvelle renaissance futuriste? Je sais pas ça. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut laisser la société s'écrouler totalement? Et est-ce que même si on laissait les gens, comme dans le film, tiens, Idiocratie, devenir complètement idiots, est-ce que la société s'écroulerait? Ou alors il n'y aurait pas la société gouvernée par les idiots, tout simplement? Moi, je dis 1789, je reviens à la Révolution française. Allez-y. Je pense que quand on atteint un point où on va trop loin, et c'est ce qu'il faut arriver, je pense qu'il n'a pas tort. Hein, mais quand je dis laisser, de toute façon, il n'en a pas le choix. Eh bien, la population se rebelle et elle finit par couper la tête du roi ou... en tout cas, voilà, de la reine. Et donc, à un moment donné, je pense que le fameux wokisme, là, pour qu'il cherche ce mot, il va aller tellement loin, ça va tellement exaspérer les gens, qu'à un moment donné, il y aura une révolution anti-woke qui va être puissante. Donc oui, il faut arriver, faut toucher le fond. Ah, vous êtes d'accord? Non, je suis pas d'accord, mais on n'a pas le choix. Enfin. Alain Soral avait synthétisé le drame du féminisme et de la féminisation de la société par la normalisation de la psychologie Q. Avec le cul, hein. Enfin bon, c'est un peu vulgaire, excusez-moi, hein, mais c'est joli ce qui est écrit. Et de l'homosexualité, notamment dans Sociologie du dragueur et vers la féminisation dès les années 90 et début 2000. Dieu vous garde tous et toujours. C'est-à-dire que oui, on a aussi imposé cette fameuse féminisation. Oui, c'est peut-être un calcul politique, vous avez raison. Bon, quant à Alain Soral, je ne ferai pas trop de commentaires, mais c'est un homme qui prend des positions parfois qui dit des choses assez choquantes. Bon, en tout cas, mots, Alain Soral, alors, il faut. Non mais moi je veux dire, moi je suis pas spécialement. Il se trouve que je l'ai interviewé 2 fois. Moi je n'ai pas spécialement lu, je suis pas spécialement son public. Oui. Alors il y a des choses qu'il dit sur une religion. Bon, ça c'est son problème. Oui, c'est peut-être pas ça. Mais ce qu'il a dit sur la féminisation probablement. était assez intéressant. Tout n'est pas jeté. Je tiens juste à dire en 2 mots, puisqu'on parle du handicap, qu'il a eu une position récemment sur les Paralympiques qui m'a choqué énormément. Je savais pas ce qu'il a dit. J'ai failli poster des choses et puis j'ai dit je réponds pas. Oh, il était très vulgaire en disant que c'était inadmissible de voir des cul-de-jatte faire des courses et compagnie, que c'était pas beau, que c'était pas. Enfin, bon, là je veux même pas rentrer dans les détails. Moi, les Paralympiques sont beaux, ils ont eu leur place, ils ont le droit de faire du sport. Voilà. Ça fallait répondre. J'avais un peu peur de la censure. Ah, bon, c'est vrai que la censure séville. Cette position, elle m'a paru abjecte. Alors, qu'on fiche la paix aux individus, sachez que moins d'instruction
limiter la culture, censurer l'information, tout ce qui permet l'expression individuelle au nom d'un pseudo nouveau vocabulaire LGBT machin, va permettre de fabriquer des esclaves. Beaucoup de suicides chez les jeunes. Oui, c'est ça. Moi, je le pense. Les États totalitaires ont toujours fonctionné ainsi. Quoique, les États communistes n'ont pas fonctionné ainsi. Les États communistes, pour le coup, même si je suis pas très communiste, hein, pour le coup plutôt anti, ont mis quand même s'il y avait de la propagande à l'école communiste, eh ben, ils ont quand même... je veux dire, l'école communiste était d'un haut niveau, c'est-à-dire scientifique, littéraire et tout. Hein. Pour répondre à ce monsieur, cette dame, puisqu'on parlait de woke et de éveil et tout, ce qui m'a toujours frappé, c'est que woke signifie éveillé, mais qu'en réalité, les gens dorment face à ça. Dorment. Et moi, j'ai dit, mais comment ça se fait que les gens dorment? Et pour ça qu'on parle de Radio Courtoisie, on parle de GPTV, j'espère, je rêve petit à petit, parce que de plus en plus, les médias non subventionnés... prennent de la place. Oui. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'en sortira, c'est qu'il n'y a que sur ces médias, mais vous avez vu la censure, même les médias non subventionnés sont censurés un peu partout. Oui, par exemple, vous parlez de psychologie sur TikTok. Oui, c'est dur. Hein. Et vous êtes vous-même censuré pour parler de psychologie. Si je vais trop loin, tac, tout de suite. Donc, moi, je crois en une chose, c'est que les médias non subventionnés qui disent la vérité, ou en tout cas qui vont questionner, c'est l'avenir. Et j'espère que de moins en moins de médias subventionnés verront leur part de marché grignoter. Je suis désolé, mais on va aller très vite parce qu'il reste 12 minutes. Voilà. Et j'ai encore des questions. Et c'est pas de la censure. Pas de souci. Voilà. Bonjour, étant professeur de français, j'ai le bonheur de vous annoncer que mes élèves ne font plus de fautes d'orthographe. Ils sont seulement dyslexiques. non mais ça c'est peut-être drôle. Magnifique, madame. Ce qui est dit, madame ou monsieur. C'est monsieur. Mais c'est drôle ce qui est dit. Mais pourtant voilà. Tout est dit. Tout est dit. Voilà. C'est pas des fautes d'orthographe. C'est voilà, on a trouvé un problème. Ils sont dyslexiques. C'est pas la faute d'éducation nationale. Ça fait partie des 10. D-I-Y-S. Dysphasie, dyslexique, dyscalculie. Tout est 10. Donc encore une fois, c'est prétexte à dire c'est pas de la faute de l'enfant. Et c'est pas la faute de l'éducation nationale. Non, ni du prof. Vous ne payez pas vos impôts pour rien. Voilà. Et vous n'embauchez pas 1 million de professeurs de CPE, de je sais pas quoi. Non, c'est parce que en fait votre enfant est dyslexique. Écoutez, j'ai une petite anecdote. Moi, quand j'enseignais à la fac en licence, je leur disais, faut pas qu'il y ait de fautes toute l'année, je corrige vos fautes, je vous explique, vous ferez un rapport à la mémoire à la fin. Bon, bref, parce que je voyais des fautes horribles toute l'année. Et à la fin, il y en a une, quand je lui ai rappelé ça, je dis, bon, là, vous allez être évalué, vous allez faire la soutenance, je bientôt. La pression montait et elle vient me dire, en me donnant, tremblant sa feuille, comme ça, monsieur, je vous mets ma feuille, mais je vous préviens, je suis 10. Et je suis dyslexique, pardon. Et là, j'ai pensé, vous voyez, je vous ai donné un mémoire à faire, vous pouvez le faire corriger par votre tante, votre mère, votre grand-mère. Vous ne faites pas l'effort de le faire et vous venez de me dire soyez indulgent avec moi. Moi, j'ai dit j'évalue une future psychologue, donc non, ça ne m'intéresse pas. Il ne doit pas y avoir de faute. Il faudrait avoir des profs comme vous. Hein. Il y aurait peut-être un peu moins de bac. Hein. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas écrire correctement, faites pas psychologue, faites autre chose. C'est pas mon problème. Alors, il y a toujours ce dédouaner. Bon, évidemment. Voilà, c'est bonjour. J'ai entendu dire que la plupart des tueurs de masse aux États-Unis étaient sous médicaments. Que pensez-vous de cela ? Ils sont sous médicaments, mais surtout, il faut les mettre sous prison, enfin, les enfermer. Et oui, ils sont mais est-ce qu'ils ont été sous médicaments? Est-ce que certains, est-ce qu'on sait s'ils ont été sous médicaments? On ne le sait pas, mais logiquement, oui. Logiquement, ce sont des personnes. C'est-à-dire, quand on est tueur de masse, on est psychopathe, la plupart du temps, enfin on est clairement psychopathe, on a un problème et on a déjà agi mal en société la plupart du temps et on s'est fait repérer. Donc normalement, on est suivi par un psychiatre et on prend des médicaments. Mais je tiens à dire, ces médicaments ne suffisent pas pour juguler la pulsion criminelle ou autre et un schizophrène peut passer à l'acte à tout moment. Et d'ailleurs, il y a eu des cas dans la population, on dit oui, il était psychotique. Bon, bref, il avait un traitement, mais ça suffit pas. Hein. Ça merci beaucoup, Mike, et à votre invité pour cette émission passionnante. Monsieur Jean-Luc Robert est vraiment captivant. C'est gentil. Le docteur Martin qui officiait à l'hôpital Trousseau soignait 80% de certaines formes d'autisme en pratiquant des réencensements fécaux. Le microbiote est très important également. Bonjour à Virginie de la part de Martine, Michel et Maëlys de Montmorency. Je ne connais pas, mais on n'a pas trouvé la solution miracle pour l'autisme jusqu'à présent. Et donc les médicaments, ce n'est pas une solution miracle. On essaie de toutes sortes de thérapies, mais quand c'est sévère, c'est très compliqué. Alors avant les traitements, il est prescrit de faire un électrocardiogramme. On devient perplexe sur le traitement à prescrire, Ritaline. Je vois dans mon cabinet de moins en moins d'adolescents, mais de plus en plus de jeunes adultes. Bon, l'électrocardiogramme, tous les tests qu'on fait passer avant l'autisme, c'est bidon, ça ne sert à rien. On vous fait passer un audiogramme aussi pour voir si vous entendez. C'est un confrère là.
Oui, oui. Ouais. Non, mais dans ma carrière, j'ai vu que ça. On lui a fait passer un audiogramme. Moi, je dis tout le temps, même quand les parents me disent, on va lui faire passer ça. Ça sert à rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas détecter génétiquement l'autisme. Il n'y a aucun test médical qui vous fera dire, ah ben oui, il y a une anomalie là. Par contre, il peut y avoir une forme de comorbidité qui fait qu'il y a de l'autisme en plus d'eux. Mais en tout cas, aucun test, donc ça sert à rien tout ça. L'autisme se diagnostique de manière clinique d'après 3 critères: altération de la communication, altération des interactions sociales et activité stéréotypée et restreinte. Sur observation clinique, la HAS, la Haute Autorité de Santé, l'a déterminé. Et c'est une observation clinique qui fait qu'on pose un diagnostic d'autisme comme le TDAH. Tout ça, c'est clinique. D'accord. Il n'y a pas de... Alors bonjour, nous sommes bombardés à longueur de journée d'informations anxiogènes à travers les médias. Les enfants y sont très sensibles et développent des pathologies. Oui, je suis d'accord, mais... Bon, à l'idée que les médias, la télé nous angoissent et que non, je crois que si on est extrêmement angoissé, soit on est déjà angoissé effectivement quand on nous met la télé, on ne supporte pas et ça veut dire qu'on a déjà un trouble. Et bon, dans ce cas-là, on peut éviter de regarder la télé, mais c'est que l'enfant a déjà un problème. Mais évidemment, on ne va pas laisser un enfant 24 heures devant les informations, parce que quand on voit par exemple que Poutine, il a je ne sais combien de milliers de têtes nucléaires et compagnie, et si l'enfant va demander c'est quoi une tête nucléaire et que le père va dire mais qu'est-ce qu'une tête nucléaire, je peux raser Paris, et l'enfant lui dit mais il en a 5000, bah évidemment ça va extrêmement angoisser l'enfant et selon son âge, il ne doit pas avoir ces informations, Oui. je suis d'accord. Donc ne parlez pas de M. Poutine et ses têtes nucléaires à Non, vos mais enfants. il faut pas. Vous savez, les enfants sont extrêmes. Vous savez, les enfants, pour moi, pour m'en C'est le souvenir. conseil du jour. Vous savez, les enfants n'envisagent pas leur mortalité. Ils se pensent immortels, enfin, ce qui est normal. Et leurs parents aussi. Et c'est vrai que c'est extrêmement angoissant pour un enfant de savoir que quand vous parlez de la fin du monde, l'enfant peut. C'est extrêmement angoissant pour lui. Donc non, évidemment. Bonjour, émission passionnante avec des constats diagnostiques pertinents. Hélas, même avec un riche code linguistique bien élaboré, il ne sert plus à rien de se rebeller contre le grand frère qui contrôle et surveille tout avec toute puissance quasi démiurgique. C'est trop tard, nous avons basculé en tyrannie, qui va de plus en plus nous manipuler à l'instar des pantins après avoir broyé les derniers rebelles les plus subtilement intelligents. Seul le Christ pourra nous libérer par sa sainte croix glorieuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut être dans le pessimisme? Dites-moi. Le Christ pourra peut-être nous sauver, mais j'allais dire que je suis, comment on appelle ça? J'allais dire radio courtoisie aussi, comment on appelle ça? Je sais pas, agnostique? Non, quand on dit le Christ et radio courtoisie, on est démagogue, voilà. Ah. Non, mais je crois dans les médias non subventionnés. Il faut qu'il y en ait qui poussent de plus en plus, que des voix s'élèvent. Plus les gens parleront, je crois réellement que plus les gens diront la réalité, ce qui se passe. Alors, on continue. Voilà, on continue. Alors là, j'ai un afflux de questions qui arrivent. Allez, je vais essayer de répondre à les gens appellent. Au lieu de wokisme, je propose le terme somnambuliste. Tiens, oui, pas bon, mal, ça, là, c'est de l'humour. Allez. Excellente émission, bravo. Pour remplacer woke, je propose, pour aller dans le sens de Monsieur Robert, tyrannie compassionnelle. Oui, c'est pas mal. Pas mal. Je propose, alors maintenant, tout le monde va me proposer un terme. Je propose, au lieu de wokisme, le terme victimo-tyrannie. C'est pas mal. Oui. Ouais, les victimo-tyrannistes. Oui, mais sauf que c'est peut-être trop intellectuel. Enfin, je veux pas. Pour que la population intègre. Enfin bon. C'est le grand monarque qui coupera la tête du wokisme. Merci de votre présence. Ce n'est pas le peuple qui a fait la révolution, mais c'est la bourgeoisie et haute noblesse franc-maçonne qui ont manipulé la populace et tué l'image du père, le roi. Bon. En tout cas, j'espère que ce père, nous allons le ressusciter. Il faut le ressusciter. Et comme je vous ai dit, hein, il manque d'un père dans cette société. Quand on va trop loin, 1789 et tout, le père reviendra. Mais pour l'instant, il faut... Alors, j'avais cité Gabriel Attal et compagnie, je suis pas fan, mais qui commençait à dire il faut restaurer l'autorité. Vous avez commencé à l'entendre. Ça a été trop loin dans l'école avec les harceleurs et tout, et on a commencé à entendre. Là, nous avons un gouvernement avec monsieur Pierre... rappelez-moi son nom. Michel Barnier. Michel Barnier. Bon, c'est une transition, d'accord? Mais je vous dis, quand cette politique mollassonne appliquée par Emmanuel Macron, qui nous représente tout sauf l'autorité, lui-même dans sa... Vous l'aimez pas trop, Macron? Mais Macron, il est avec une maman, si je puis dire, puisque... Non, tiens, comment vous l'expliquez ça psychologiquement? Macron, vous avez vu la différence d'âge? Un papa, on sait. Non, vous avez vu la différence d'âge? C'est un papa. Hein. Est-ce que réellement Macron qui a dit d'ailleurs que... Est-ce que réellement Macron qui a dit qu'il fallait qu'on faisait plus d'enfants, est-ce que réellement Macron incarne le père de la société? Non, il n'incarne pas, puisque lui-même, il est dans une position symbolique du fils à sa mère.
symboliquement, c'est ce qui se passe. Donc bon, bref, je vais fermer la Monsieur, parenthèse. continuez, allez-y. On aime beaucoup entendre ça ici. Hein. Mais Gabriel Attal, enfin pour dire sur Gabriel Attal, malgré tout a quand même dit 2-3 choses de valables, à savoir qu'il fallait restaurer l'autorité. Ensuite, il a très vite été évincé par Macron. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on commence à entendre qu'il faut un retour de l'autorité. Et vous avez vu avec les faits divers, l'enfant de 14 ans qui veut pas obtempérer. Voilà, c'était l'autre jour, c'était une fille, une adolescente, 14 ans, elle est au bord d'une voiture, elle veut pas obtempérer. Vous avez vu ces histoires? De plus en plus, on tue les policiers. Vous avez vu notamment le gendarme qui est mort. Et la population s'indigne. Alors, vous avez parlé de ce qui s'est passé en Angleterre lorsque l'autre malade est venu et a zugouillé 3 petites filles. Ça a créé carrément des émeutes, tout ça. Vous savez, ça part comme ça. Par exemple, le sigle LGBTQIA+, qui est né, il est né des émeutes de Stonewall en 1969 parce qu'à un moment donné, il y a une descente des policiers parce qu'à l'époque, ils étaient hyper autoritaires envers... Vous savez, l'homosexualité, c'était interdit aux États-Unis. Ouais. Et c'est ce qui a généré une rébellion et qui a fait naître LGBT. Donc, dans le sens inverse. Et donc, maintenant, ils sont dans des revendications à ne plus finir. Ça veut dire que... Ils avaient tort d'être hyper autoritaires, mais c'était une tare. Il fallait pas être homo, on veut pas voir ça. Bien et sûr. Ça a généré quoi? Aujourd'hui, une hyper-visibilisation de la société LGBT. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y aura un hyper-autoritarisme de ces idéologies sur la population et un jour ça va déraper et le jour où ça dérapera, eh bien ça disparaîtra. Le peuple le fera disparaître. Exactement. Et moi, j'aime bien sortir ma boule de cristal. Vous voyez ça comme en psychologie, quoi. Voilà, je sors ma boule de cristal souvent dans un de mes livres qui s'appelle « Je n'aime pas ces frites-là » et je fais une affirmation. Demain, le parent sera évalué sur son smartphone par l'enfant. Et il pourra mettre des points de bons et de mauvais parents et le parent verra afficher sa fiche sur un réseau social où on dira il est bon ou mauvais parent jugé par son enfant. Retenez, ça fera date, c'est ma boule de cristal qui me fait dire. Vous voyez où je vais? Bien sûr, bien sûr. Donc là, quand on en arrivera à là où le parent aura peur, d'ailleurs c'est déjà le cas, a peur de l'enfant et sera jugé par lui, et qu'il y a un enfant qui sortira son flingue et qui descendra une institutrice à l'école, il y en avait un qui avait fait ça, ça a créé le hashtag pas de vague. Vous savez, il avait sorti une nappe factice. Oui. Excusez-moi, il faut que je boive. Allez-y, allez-y. Je parle beaucoup. Donc quand on en arrive, ça avait suscité un hashtag pas de vague. Heureusement, c'était une arme factice. Mais quand, j'espère pas que ça arrivera, mais... Enfin, allez-y, concluez. Quand ça va trop loin, à un moment donné, il y a une rébellion du peuple. Donc, j'espère de tout cœur que, malheureusement, quand ça ira trop loin, le peuple se réveillera et dira stop au wokisme, stop à l'absence du père. Il nous faut retrouver une autorité dans cette société et ce n'est pas mal de l'être. Alors, Neurodivers plus. Alors là, il va s'étouffer notre Jean-Luc. La diversité célébrée, tome 1. C'est le tome 1. Aux éditions Le Zap, vous, sur Internet, vous cliquez Jean-Luc Robert, Neurodivers plus, et vous achetez, vous procurez ce livre. Excellent livre. Vous aurez énormément d'informations. Alors, juste, une minute. Je précise que c'est un livre qui est un roman fantasy, et que là, je prépare plutôt un autre livre qui sera un essai où je donnerai toutes les infos. Sur ce livre-là, c'est plutôt d'une manière un peu romanesque, parce que j'écris beaucoup d'essais, mais quand on est essai, on veut être convaincant. Vous avez déjà 7 ou 8. Hein. Voilà. Mais moi, j'ai envie de faire un roman, parce que on a cité Orwell tout à l'heure. En 1984, il a montré ce qu'est un État totalitaire avec Big Brother, mais de manière plus fine par un roman. D'accord. Et donc moi, j'ai envie aujourd'hui d'éveiller les consciences, mais sans que les gens s'en rendent compte aussi. Et qu'en lisant ce livre, qui est une histoire avec des personnages fantastiques, dans un monde fantastique, on est dans l'Empire romain, et ils veulent se battre se lutter contre une société normative. Donc là, on est dans du symbole. Donc je dis, vous n'aurez pas des réponses claires sur TDH, mais au moins, ça fait réfléchir. C'est un livre qui est très moralisant, qui fait réfléchir. Merci à vous, cher Jean-Luc. Voilà, donc Neurodivers plus. Alors, encore des questions arrivent. Alors, j'ai des questions par poignée. Dernière question. Oui. Avec l'électrocardiogramme, on peut voir si le traitement à la Ritaline ne serait pas contre-indiqué. Bon, ok. L'affirmation. Merci à vous. Tenez, cher Jean-Luc. Je vous laisse le livre à Radio Courtoisie. J'espère que vous allez le lire. Laissez-le à la Radio Courtoisie. Merci à vous, cher Jean-Luc. Donc voilà, où est-ce qu'on peut vous sur suivre Amazon aussi et puis sur TikTok et puis TikTok, jean-luc-robert.fr, vous aurez tout. Il vient aussi souvent sur Géopolitique Profonde, notre ami Jean-Luc Robert. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je reçois une artiste nouvelle, une artiste rebelle, Sarah Jane Ifra. Donc même endroit, même heure de samedi prochain, 10h30. Allez, salut, ciao. Merci, au revoir. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust.
Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.